une alimentation normale et naturelle, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais est-ce que cet aliment transformé est encore meilleur que celui-là? Je m'en fiche complètement, c'est tout à fait normal, c'est simplement comme Dieu l'a voulu, c'est simplement comme la nature l'a prévu pour toi en tant qu'être humain. L'alimentation, c'est simple, donc, pas besoin de cours ni de diplôme, il suffit de manger normalement. Prends tes distances avec toute recommandation. On peut simplifier l'alimentation à ce point-là. Réfléchis, les animaux n'ont pas de nutritionniste, l'être humain n'en aurait pas besoin non plus. C'est la plupart du temps juste pour te rendre incertain, pour semer des doutes. Au supermarché, tu ne sais plus si le beurre ou la viande sont bons. Tu finis par acheter des donuts, de la pizza et manger n'importe quoi, parce que les gens sont tellement perdus par rapport à leurs origines. Fabien, tu sembles avoir un fil conducteur très clair. Tu t'opposes toujours au courant dominant et honnêtement, c'est aussi un peu mon fil conducteur. Nous vivons à une époque folle. On est vite catalogué dès qu'on questionne ou pense de façon critique. Ma devise rose sur la chaîne a toujours été « Le futur sera formidable ». Mais seulement si tu restes paranoïaque, si tu creuses, si tu poses des questions. Parce que les réponses qu'on nous donne là dehors, elles ne tiennent pas debout du tout. Tu le vois bien avec tous les récits des dernières décennies. Dès qu'on a un peu creusé, un peu posé des questions, tout ce château de cartes s'est effondré immédiatement. Donc je suis vraiment ravi d'avoir cette conversation aujourd'hui. Je suis content que tu sois là. Merci beaucoup pour l'invitation, je suis content, ça va être cool. Pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, pourquoi devraient-ils t'écouter aujourd'hui ? Je pense que le plus important pour comprendre une personne, c'est de comprendre un peu sa biographie. Et dans ma biographie, nous devrions aussi le faire avec nos politiciens. Peu importe qu'il s'agisse d'un BlackRock, Merz ou autre, si on comprend vraiment la personne, on sait la situer. Et j'ai un passé, j'ai travaillé dans l'industrie alimentaire, j'y ai vécu un traumatisme. On pourra en reparler brièvement plus tard. Et depuis, je suis vraiment en mission assidue pour informer les gens et leur faire comprendre pourquoi ils tombent malades et quelle est la cause derrière cela. Donc il ne s'agit pas de traiter les symptômes, mais de comprendre la cause et comment ils peuvent finalement guérir. Et je peux déjà le dire, c'est vraiment simple. D'une part, il faut arrêter de se faire avoir. Là, comme tu l'as dit au début, je pars du principe à 100% que chaque jour, on se fait vraiment complètement avoir par les informations. Je trouve scandaleux qu'on en parle si peu et qu'il manque de contre-presse comme des médias alternatifs. YouTube représente aujourd'hui ces médias, donc des chaînes comme la tienne devraient aussi passer à la télévision. Elle mériterait peut-être aussi une place à l'antenne. Je dois l'avouer franchement, parce que c'est seulement comme ça qu'on peut vraiment se faire sa propre opinion. Voilà, c'est un peu ma biographie. J'ai grandi dans une famille de médecins, donc avec la médecine classique et ce sujet. Mais très tôt, j'ai aussi vécu que mon père a commis une erreur médicale et il est décédé assez rapidement d'une tumeur. Je crois que ce traumatisme, il m'accompagne encore un peu jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit bien ou mal, cela pousse simplement à remettre les choses en question. À l'époque, il a reçu un mauvais diagnostic. On a pris son rhabdomyosarcome pour un mélanome amélanotique et il est décédé rapidement. Et moi, depuis, je remets simplement les choses en question. Et je pense aussi que c'est le message le plus important quand on écoute cette conversation. Il ne faut croire ni toi, ni moi, ni le journal télévisé sur parole. Il faut commencer à remettre les choses en question de manière critique soi-même. Et dans cette conversation, ce qui m'importe surtout, c'est le sujet de l'alimentation. C'est ce qui me passionne le plus, là où selon moi, l'empoisonnement est le plus systématique. C'est aussi le plus grand levier. Chacun, chez soi, peut transformer sa vie dès aujourd'hui avec les bonnes méthodes. C'est incroyable. Je trouve cela très responsabilisant, tu vois. Ça te donne vraiment ce sentiment de « je peux changer quelque chose dans ma vie ». Voilà pourquoi cette conversation me réjouit. C'est super. Passons directement à ta mission. J'ai lu récemment « Je veux guérir le monde ». Tu l'as dit en story, je crois. Ça me fait penser à quelqu'un qui vient de sortir d'une cérémonie aux champignons et qui a soudainement trouvé sa vocation. Est-ce que c'était aussi l'une des origines pour toi ? Tu mentionnes le traumatisme de ton père. As-tu déjà fait cela auparavant ? Car je trouve ça vraiment fort d'aller dans le monde avec ce message. Et je te crois à 100%. Le message est en fait né à l'époque sur ma chaîne Instagram anglaise. J'ai simplement commencé à télécharger au hasard des vidéos et des sujets qui me tenaient à cœur à l'époque, avec un regard un peu plus fou, avec des vidéos très polarisantes. Et les gens me demandaient souvent pourquoi je faisais cela. Pour moi, mon but était de guérir le monde. Ça sonne un peu cliché. On dirait une cérémonie aux champignons qui a mal tourné ou bien tourné. Et ensuite, on reste dans ce délire pendant 3 mois. Écoute, je viens de te parler de mon premier traumatisme avec mon père. Je voulais devenir médecin et j'ai commencé des études de médecine, mais j'ai abandonné.
Je me suis alors tourné vers la nutrition, réalisant qu'elle permettait d'avoir plus d'impact qu'en étant simple médecin. J'ai ensuite vécu mon deuxième traumatisme dans l'industrie alimentaire. Donc un jour, je suis allé dans l'usine. Je travaillais comme développeur de produits et j'ai visité une usine pour voir la fabrication des aliments. Vraiment dans une machine énorme. Des tonnes de matières premières y entrent, des kilos sont pressés et fabriqués. Et ça m'a traumatisé. J'ai appelé ma maman et je lui ai dit « Maman, les aliments qui sont là dans le supermarché, ce n'est pas de la nourriture. C'est une bouillie chimique conçue pour nous rendre malades. » Et je crois que pour moi, c'était vraiment l'expérience psychédélique. Ce n'était pas un trip aux champignons, ce n'était pas un trip au cannabis. Là aussi, j'ai eu mon expérience, mais cela venait vraiment de cette expérience réelle où j'ai alors dit « Je ne pouvais plus continuer ». J'ai donc rapidement démissionné malgré le bon salaire et me suis lancé dans « Je dois aider les gens à propos de l'alimentation naturelle. Je dois vraiment aider les gens avec la question de la nutrition et les éveiller. » Et je pars du principe que nous pouvons guérir le monde en changeant d'abord notre alimentation. Parce que je pars aussi du principe que le monde est rendu malade en nous empoisonnant systématiquement à travers notre alimentation. Et c'est pourquoi c'était mon slogan qui relie tout ensemble. Je trouve ça impressionnant que tu aies assumé tes responsabilités. Les dieux en blanc paraissent détenir la sagesse, mais rares sont ceux qui vivent vraiment consciemment. J'étais enseignant, mais cela ne fait pas de moi un meilleur parent. Les psychologues non plus n'ont pas toujours de meilleures relations. Les représentants de l'Église n'ont pas le monopole de la morale, les politiciens n'ont pas le droit de revendiquer la vérité et la justice pour eux seuls. Je trouve que tu réussis sur les réseaux sociaux car tu es brut, honnête et conscient dans ta façon d'être. Et c'est pour ça que les gens te croient aussi. C'est lié à l'appellation. Tu as fait 3 semestres de médecine avant de passer directement à l'industrie alimentaire. Au fond, ça n'a absolument aucune importance qu'on ait terminé ses études ou pas. Je me dis toujours, avec tous ces médecins dehors, est-ce que vous avez en fait un putain de défaut de prononciation ? Je dois le dire comme ça parce que littéralement, 1 mot sur 2, c'est du latin. Chaque mot est en latin. J'ai obtenu mon diplôme de latin et je me demandais, ne pourrais-tu pas t'exprimer simplement pour que le chauffeur de camion ou le professeur te comprenne ? C'est toujours ce truc. Je suis en quelque sorte en position de supériorité et je sais, j'ai plus de connaissances. C'est asymétrique dès le départ et on le remarque aussi dans tous les traitements. D'un côté, je trouve que c'est un concept qui peut avoir du sens si tu remontes peut-être 100 ans en arrière dans la population. Il faut aussi se demander pourquoi et d'où vient le système médical tel qu'il est. Comme je l'ai dit, il faut examiner la biographie des gens et des systèmes. En remontant de quelques siècles dans le système médical, on trouve le rapport Flexner. Tu en as sûrement déjà parlé ici avec d'autres, mais le rapport Flexner était finalement... Rockefeller a alors placé son meilleur ami pour révolutionner complètement le système médical depuis la base. Et ce qu'il a fait à l'époque, c'est qu'il a interdit 75% des écoles de médecine existantes. Je crois que 8 écoles de médecine afro-américaines sur 10 ont été directement fermées. Ils utilisaient donc beaucoup les herbes, c'était leur histoire. J'utilise aussi des plantes pour aider, mais tout cela a été interdit et qualifié de désinformation. Et il a ensuite établi lui-même son propre système médical, son propre système de médecin pour aider et soigner les gens. Et il a aussi utilisé cette position d'autorité, que vraiment le médecin est quelque part là-haut et que toi, en tant qu'être humain, tu es en bas et tu ne peux que lever les yeux vers le médecin. Pour remettre les choses dans leur contexte, ce n'est pas une critique des médecins. En cas de crise cardiaque ou si on me prend le bras, je vais immédiatement chez le médecin et je suis incroyablement reconnaissant pour la médecine d'urgence. Je suis aussi incroyablement reconnaissant pour certains médicaments, pas tous les médicaments, mais pour certains, surtout les médicaments d'urgence, surtout les soins intensifs. Je suis très reconnaissant. Je l'ai dit, ce n'est pas une critique des médecins, mais il s'agit de comprendre pourquoi ils agissent ainsi et leur motivation. Et comme je l'ai dit, si on regarde le système médical, on comprend pourquoi ils sont aujourd'hui placés si haut. D'ailleurs, j'ai effectivement terminé un Bachelor et un Master of Science. Oui, mais pour moi, cela ne change rien. Je ne dirai jamais « Appelle-moi Master of Science Fabien Kowalik ». Cela n'a aucune importance. Une personne ordinaire qui s'intéresse à son alimentation, même un jour, en saura plus sur la nutrition saine que quelqu'un qui l'a étudiée et analysée en détail pendant 5 ans et qui a compris que la majorité des études sur la nutrition sont souvent absurdes. Et ce sont surtout des études accumulées, principalement des enquêtes épidémiologiques, donc des recherches déconnectées de la réalité. On comprend donc cela. Comme je l'ai dit, pour répondre clairement, il faut regarder les systèmes cachés derrière. D'où viennent ces dogmes ? D'où vient notre système médical actuel, ou plutôt notre système de maladie ? Après tout, nous allons à l'hôpital, pas à la maison de la santé. Autrefois, les hôpitaux avaient une terrasse ensoleillée accessible en haut.
Normalement, je termine toujours mes podcasts avec ce sujet, le sujet du soleil, parce que je crois que le complément le plus puissant et la plus grande force de guérison résident, en fait, quand on passe une fois par le ciel. Et aujourd'hui, on ne peut plus regarder à travers le ciel, mais autrefois, on pouvait encore le faire, et c'est là-haut. Et autrefois, l'héliothérapie existait vraiment dans ces hôpitaux. Au-dessus, il y avait un solarium où les gens devaient monter pendant les pauses et prendre le soleil pour guérir. À l'hôpital, tu dois te mettre de la crème solaire, en avoir peur et prendre des médicaments. Nous sommes vraiment prisonniers d'un système de maladie. Je suis entièrement d'accord ici. J'ai d'ailleurs mentionné au début que j'étais à l'origine enseignant. J'ai été professeur de lycée pendant 7 ans. Et quand tu regardes ça, que tu remontes aussi là-bas, encore Rockefeller en 1800, ça m'a donné la chair de poule. Même structure. À l'époque, il a investi 180 millions d'euros, soit aujourd'hui environ 6 ou 7 milliards, pour manipuler le système éducatif à son avantage. À l'époque, il s'agissait d'établissements de correction, non d'enseignement. Ils ont toujours la même structure acide désoxyribonucléique militaire ecclésiastique. Aujourd'hui, c'est pareil, comme tu l'as dit, sur le système de santé. Pour maintenir la population en bas, je veux dire, la perméabilité du bas vers le haut doit bien sûr être minimisée d'une certaine manière. Et bien sûr, les bases sont déjà posées dans le système éducatif. 100%. Je suis aussi fermement convaincu que si on commençait par le système éducatif, si on commençait vraiment à éduquer les gens, si on proposait des cours où les gens commencent vraiment à remettre en question et pas simplement à apprendre des faits par cœur de façon passive, tu pourrais tout changer. Pour moi, le système éducatif allemand est totalement délabré. C'est une honte. On investit si peu là-dedans par rapport aux dépenses militaires ou au financement de l'État et de ce système fou. Il suffit d'aller sur Google et de taper « Regarde où vont nos dépenses fédérales » et tu vois tout de suite les priorités. L'armée et l'État. De nombreuses aides à l'étranger, mais pas pour son peuple. Ce n'est pas la priorité de l'appareil d'État, même si l'État devrait en fait nous servir. Incroyable, tu étais enseignant, je trouve ça passionnant et ça éclaire ta perspective. Très intéressant, mais je me demande quelle matière tu enseignais. J'ai enseigné la politique, l'économie et l'espagnol. J'ai enseigné dans une école Montessori de la 11e à la 13e année, puis dans un lycée économique. Moi, face à un tel système, je regarde toujours autour de moi. Comment le système traite-t-il ceux qui y sont depuis 10, 20 ou 30 ans ? Il y avait aussi une collègue appréciée de tous. Dans chaque industrie, environ 5% sont des superstars, simplement passionnés par leur métier, aimés des élèves, de la direction et des enseignants. Elle suivait sa devise depuis 40 ans sans jamais manquer un jour. J'ai simplement observé. Le jour de son départ, lors de son hommage, un immense buffet a été dressé et la cantine était bondée. Après 40 ans, cette femme a enfin pu s'adresser au public et à ses collègues. Fabien, microphone cassé. Oui, elle a pratiquement parlé dans le vide. On lui a offert un bouquet de fleurs à 10 € et apparemment un chocolat de chez Aldi qui était à moitié périmé. Et c'était ma première révélation dans le système. Je me suis dit, attends, une seconde, ce sont en quelque sorte les gens, c'est toi dans quelques années, oui, peut-être même avec une retraite encore plus petite, ou alors tu regardes autour de toi dans la société, tu observes ce qui se passe. D'accord, comment traite-t-on les retraités ? 1 200 € de retraite misérable. Ils doivent compléter à l'arrière, parfois ramasser des bouteilles consignées pour s'en sortir. Le système t'abandonne à la fin. Ou les soins. La part à ta charge est d'au moins 4 000 €. Et tu peux étendre ça à tous les domaines, d'une certaine manière. Et ça veut dire que le système t'exploite tant qu'il y a quelque chose à apprendre. J'ai récemment perdu un mentor très important pour moi. Quand je vois comment le système de santé a encore fait des traitements inutiles à la fin, juste pour soutirer encore quelques euros de son assurance maladie privée, ça m'a rendu malade. C'était tellement indigne. Ça veut dire que le système t'exploite tant qu'il y a encore quelque chose à prendre. Et quand il n'y a plus rien à prendre, on éteint la machine, tu es abattu comme une vache, et puis ça continue. C'était brutal, mais ça me rend triste d'entendre ça. Les personnes âgées sont vraiment traitées ainsi. Je l'ai aussi vécu avec ma grand-mère. Quand on est dedans et qu'on voit ce processus, comment on se fait complètement avoir en tant que personne âgée. Et si personne ne s'occupe de toi, tu es vraiment laissé seul pour mourir. Honnêtement, c'est une perspective perverse. Et les jeunes voient non ça. 300 000 à 500 000 personnes émigrent chaque année entre 25 et 55 ans à l'âge idéal. Ils constatent qu'au final, le système t'abandonne. C'est pourquoi je défends la responsabilité individuelle et le fait de prendre sa vie en main, comme tu l'as dit au début. Je suis sur cette chaîne, je suis complètement apolitique, donc je n'appartiens à aucun parti. J'aime la politique, mais c'est cheap, mais je n'ai pas de parti. J'ai déjà voté pour tout le monde, de l'AfD au vert, là dehors. Je répète souvent ici, ne fais confiance ni aux révolutionnaires politiques, ni aux politiquement corrects, fais-toi confiance. Si aujourd'hui tu veux prendre le risque de l'ouvrir un peu trop parce que tu veux être rebelle d'une certaine manière, la responsabilité personnelle. Cela mène à une liberté intérieure, cela mène à une liberté financière,
et alors tu n'es plus manipulable, tu n'es plus influençable par tous ces charmeurs de rats là dehors. Je ne le dis pas de façon péjorative, c'est-à-dire parce qu'au final, eux aussi ont leur propre agenda et leur propre mission. Mais la responsabilité personnelle, très peu de gens là dehors en sont capables. 100%, c'est la clé la plus importante. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je pense qu'on retrouve ça dans tous les domaines. Tu viens de l'éducation, moi de la santé, mais au final, tu dois assumer tes responsabilités. Si tu veux vraiment comprendre quelque chose dans le domaine de l'éducation, tu dois commencer à lire toi-même. Tu dois commencer à chercher tes propres sources. Si tu veux devenir sain dans le domaine de la santé, tu ne peux pas déléguer la responsabilité. Si tu abandonnes la responsabilité, que ce soit à un médecin, à un diététicien ou à un influenceur, peu importe à qui tu la donnes, soudain, tu n'es plus dans la responsabilité personnelle et soudain, le chemin ne fonctionne plus non plus. J'en suis absolument certain. Je trouve très intéressant ce que tu viens de dire sur la forte pression subie par les personnes âgées. Honnêtement, dans ma communauté, les générations plus âgées sont les plus éclairées. Je crois qu'ils ont déjà subi 70 ans de lavage de cerveau. Et à un moment donné, tu comprends simplement qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Mais ils sont aussi opprimés, sans voix, incapables de s'exprimer contre le système. Et quand le peuple se lève enfin, oui, par exemple, au Royaume-Uni, il y a eu récemment la décision concernant l'identité numérique. Et là, environ 2 millions de citoyens ont dit « Non, nous voulons absolument refuser cela ». L'État a répondu « Nous le ferons quand même ». Donc même si, en tant que peuple, tu veux te lever aujourd'hui, ce n'est tout simplement plus possible. Parce que si peu de gens se lèvent, je veux dire, si suffisamment de gens se levaient, je ne veux pas nous enlever ce pouvoir. Si suffisamment de gens disaient qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, alors on pourrait aussi changer les choses. Mais on l'a bien vu pendant le Covid. Les Allemands adorent se faire avoir. Je suis encore un peu en colère contre certains Allemands à cause de ça. À quel point on a vraiment été attaqué à ce moment-là. Oui, j'étais avec ma femme à l'époque, je t'en ai déjà parlé tout à l'heure. Nous avons organisé nous-mêmes des manifestations. Et peu importe qu'on soit pour ou contre le vaccin contre le Covid, je laisse à chacun son opinion, mais que je puisse au moins exprimer ce que je pense, le fait que je n'avais pas le droit de le faire, je trouve que c'est un scandale gigantesque d'avoir été publiquement ostracisé. À l'époque, des contre-manifestants ont pris des photos et publié mon visage et celui de ma femme sur Facebook dans un groupe pour dire « Voilà encore un de ces cinglés ». Comme des personnes publiquement traquées, ostracisées, qui sont vraiment méchantes et terribles. 5 ans après, la vérité éclate enfin. Malgré tout, les personnes âgées sont à nouveau incitées à recevoir une 10e dose de rappel lors de la longue nuit de la vaccination. C'est fou. Il faut compter sur le bon sens des gens, commencer à remettre les choses en question et à penser par vous-même, par intérêt personnel. Je dis souvent, les Allemands mettent du temps à comprendre, mais s'énervent vite après, que tout va de travers dehors. Et quand on regarde ta chaîne ou d'autres chaînes, je crois que le corona a vraiment été un réveil pour beaucoup de gens dehors. On réalise aussi qu'il existe un agenda global soutenu par 180 à 190 pays. Tu viens juste de mentionner l'euro numérique, ou plutôt cette identité électronique. Le gouvernement n'est rien d'autre qu'une marionnette, il doit simplement faire passer ça d'une manière ou d'une autre. Et ce sera pareil ici en Allemagne, c'est du moins ma prévision. À la prochaine ou suivante élection fédérale, si la frustration persiste, l'AfD obtiendra la majorité absolue. Ensuite, on dira qu'elle est autoritaire, etc. Je dis toujours que l'AfD aura des moyens que les premiers gouvernements n'avaient pas et qu'on leur attribuera un caractère autoritaire. Ensuite, elle imposera tout sur Palantir et l'euro numérique. Et elle agira alors bien sûr contre la gauche, exactement comme la gauche agit actuellement contre la droite. Nous devons empêcher cela. Nous en parlons actuellement, mais ce n'est pas mon domaine, ces sujets politiques. J'ai un avis, mais ma spécialité, c'est la nutrition. Mais pour conclure, parce que beaucoup de gens parlent de cet agenda numérique, beaucoup de gens savent que ce nouvel ordre gouvernemental arrive d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de gens ont déjà entendu parler de Palantir, ont entendu parler de l'identité numérique, mais très peu de gens font quelque chose contre cela. Mais en fait, nous avons tous les moyens à notre disposition pour faire quelque chose contre cela. Nous disposons de moyens pour protéger notre vie privée au quotidien. Tu peux, au lieu d'utiliser Google Chrome, utiliser Opera comme navigateur. Au lieu de Google Mail, utiliser Proton Mail. Au lieu de prendre des milliers de médicaments, tu peux peut-être essayer des remèdes à base de plantes ou commencer à modifier ton alimentation. Au lieu d'écouter les informations tout le temps, tu écoutes par exemple ce genre de chaîne. Tu as vraiment chaque jour les moyens d'agir contre ça. Mais ça devrait se faire rapidement maintenant, parce que tout ça se passe extrêmement vite. Ce changement, il se produit maintenant. En 1 ou 2 ans, parce que ce sera terminé. En 1 ou 2 ans, avec l'IA, tout le monde étale ses problèmes de couple et personnel, écrit là-dessus. C'est fou. On l'écrit publiquement dans un programme de chat et on le donne au gouvernement. C'est librement accessible. Je crois que le gouvernement lit nos pensées depuis qu'on utilise Chat Generative Pre-trained Transformer. Je ne sais pas si c'est courant dans ta bulle, mais je parle à tellement de gens. Et vraiment, ils passent 3 à 4 heures par jour sur Chat Generative Pre-trained Transformer. C'est fou. Le gouvernement peut officiellement lire nos pensées. On en est là. Il faut vraiment y penser. Alors, avant qu'on plonge vraiment dans toute cette histoire de nutrition, tu vis à Chypre. Là-bas, c'est une toute autre ambiance. Soleil, mer, nature.
Tu es à Berlin depuis quelques jours. C'est un choc culturel. Comment imaginer Fabian Kovalik aujourd'hui? Tu passes 2 jours au Berghain à prendre de la 3,4-méthylène dioxy-N-méthylamphétamine plutôt que de la vitamine D. Comment vis-tu une telle ville? C'est vraiment le chaos maximal dehors. Voilà, il y a 5 semaines, j'ai vécu un changement encore plus radical. Je suis allé à... Et j'ai passé quelques jours à New York avec ma famille et j'ai trouvé que c'était comme Berlin sous stéroïdes. C'est encore 2 ou 3 niveaux au-dessus. Mais je trouve qu'on le ressent aussi clairement à Berlin. La principale différence, on a déjà évoqué le soleil et le temps. Ce temps gris et brumeux me déprime tout simplement. Je préfère être à l'intérieur, mais les lumières bleues ici ne sont pas idéales. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Je le ressens vraiment. Je trouve que Berlin et l'Allemagne ont encore quelque chose de beau parce que je suis né ici, j'ai grandi ici et je me sens vraiment chez moi ici, c'est ma patrie. Donc je ne dirai jamais que l'Allemagne est complètement le pire pays du monde et ainsi de suite. Je suis toujours quelque part dans mon cœur, je suis allemand, j'aime la culture allemande, j'aime aussi discuter avec des gens allemands, c'est-à-dire que de ce côté-là, je trouve ça toujours très bien, mais du côté de la façon dont le monde fonctionne ici, je ne trouve pas ça bien. Quand je vois les gens, à quel point ils sont extrêmement stressés par leur travail, à quel point ils sont extrêmement stressés par le mauvais temps, à quel point ils sont extrêmement stressés par la pollution de l'environnement, tu n'as qu'à ouvrir ton application météo et regarder simplement combien il y a de particules fines dedans. On lit souvent, ne faites pas de jogging aujourd'hui, l'air est trop pollué, trop de particules fines, on est donc vraiment empoisonné à ce point et je le ressens. Et comme je l'ai dit, à New York, je l'ai ressenti encore plus fort. Je suis descendu et l'air m'a presque étouffé. Et les immeubles étaient encore 10 fois plus hauts et il y en avait 10 fois plus. C'était vraiment une atmosphère oppressante. Vraiment, tu as l'impression de n'être personne, de ne rien valoir et d'être juste un tout petit rouage dans ce système. À Berlin et en Allemagne, c'est un peu mieux, mais sans action, on finira par y arriver aussi. Mais d'un autre côté, je dois aussi être honnête. Dans ma vie privée, ma famille me manque. Je suis ici sans mes 2 enfants. Et normalement, la première chose que je fais, c'est d'embrasser mes enfants et de prendre le petit déjeuner avec eux, leur préparer quelques œufs. Et ça me manque. Mais d'un autre côté, je trouve ça bien. J'aime avoir des conversations, j'aime parler avec des personnes intéressantes comme toi, parce que c'est pour ça que je suis aussi reconnaissant d'être ici. C'est beau. J'ignorais que tu avais grandi à Berlin. Je suis aussi patriote, j'aime ce pays. Pourtant, parfois, la mentalité me dérange totalement. Tu as évoqué les couillots ce matin, je l'ai entendu chez toi, chez Marc Friedrich, récemment, salutations. Tu aimes prendre au petit déjeuner de la salade de carottes et des œufs. Ça m'a rappelé mon ancienne partenaire. Elle aussi prenait tôt le petit déjeuner, des œufs et de la choucroute. Je me disais chaque matin, mec, qu'est-ce que tu t'enfiles là? C'est hardcore, il est 8 ou 9 heures du matin, mais c'est sain, non? Indéniablement, à mon avis, les œufs sont l'un des aliments les plus sains. Entre-temps, beaucoup d'anciens végans très médiatisés font marche arrière et disent « si vous êtes vegan, mangez au moins quelques œufs ». Aujourd'hui, même les groupes véganes admettent qu'ils ne recommandent pas le véganisme à toutes les étapes de la vie, notamment pour les femmes enceintes et les enfants. Donc, je pense qu'au moins avec cette machine de propagande, nous sommes arrivés à la fin. Mais pour revenir au sujet, à mon avis, les œufs sont l'un des petits à déjeuner les plus sains. En ce moment, je suis à jeun, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai des discussions ou quand je veux vraiment être au maximum de mes capacités mentales, je ne mange rien du tout. Je mange plus facilement en mangeant moins. L'idée de petit déjeuner, déjeuner et dîner vient en fait de la famille Rockefeller, si on veut en parler. Oui, les œufs sont un bon petit déjeuner. La salade de carottes est une idée du docteur Repitt, qu'il a proposée en 1980. Et c'est ce qu'ils font. Des études scientifiques montrent aujourd'hui en effet que les fibres solubles peuvent lier les œstrogènes. Et la plupart d'entre nous sont bombardés d'œstrogènes artificiels. Oui, ils pénètrent par les liquides de vaisselle, ils pénètrent par les pastilles de lavage, ils pénètrent par notre environnement, ils pénètrent par les parabènes, ils pénètrent par le plastique. Donc nous sommes vraiment bombardés d'œstrogènes et la salade de carottes est pratiquement l'antidote à ces œstrogènes. D'ailleurs, nous remarquons aussi que nous sommes bombardés d'œstrogènes. Les femmes atteignent la puberté de plus en plus tôt, dès 11 ou 12 ans, alors que chez les hommes, cela arrive plus tard, vers 17 ans. Et on voit aussi, bien sûr, c'est seulement un avis subjectif, mais on voit aussi les femmes semblent se vieillir plus vite et les hommes se rendent paresseux jeunes plus longtemps. Et je remarque déjà ce changement sociétal. Interview amusante d'Alex Jones, l'un des orateurs conspirationnistes les plus extrêmes. À l'époque, il a crié « ils rendent les grenouilles folles et homosexuelles ». C'est juste un mème, mais en fait, il avait déjà informé sur l'atrazine, qui est un produit qu'on a retrouvé dans énormément d'aliments, un assouplissant chimique, en fin de compte, une forme de bisphénol A,
Et il existe effectivement une étude qui montre que si tu donnes ça à des grenouilles à l'état embryonnaire, elles deviennent vraiment très très féminines. Il existe aussi des études classiques sur le sujet. En résumé, je pense que c'est un petit déjeuner sain. Je pense aussi que du jus d'orange avec des œufs serait également un excellent petit déjeuner. Donc du jus d'orange fraîchement pressé. Pas cette chimie qu'on trouve au supermarché. Tu prends un petit déjeuner. En fait, je prends le petit déjeuner, mais un peu plus tard. Et j'ai aussi mon propre porridge que j'ai composé moi-même au fil du temps. C'est de la farine complète d'épeautre, puis de la farine d'amande, ensuite du yaourt à la noix de coco, du lait de coco, et puis j'ajoute un peu de cannelle et du chocolat noir 100%. Cool. Mais seulement vers 10 heures, pas tout de suite. Le matin, je me lève généralement tôt, je suis plutôt du matin, alors je commence par boire du thé vert, jusqu'à 9 ou 10 heures environ. Ensuite, j'emmène généralement la petite à la crèche, ou bien je m'occupe de mes affaires. La plupart du temps, je prépare des interviews ou je fais d'autres choses qui doivent être faites. Vers 10 ou 11 heures, je prends mon petit déjeuner. Je pense qu'il faut aussi, encore une fois, ça devient un peu répétitif comme terme, mais il faut prendre ses responsabilités. Il faut essayer par soi-même. Prendre le petit déjeuner chaque matin est-il bénéfique pour moi? Quel petit déjeuner me convient? Pour 99% des gens, manger des céréales au chocolat Nesquik le matin n'est pas bénéfique. Là, la Mofan, il faut simplement résister, même si ces produits ont un Nutri-Score de A, mais est-ce que ça me fait du bien de manger des œufs le matin? Est-ce que ça me fait du bien, par exemple, de manger un porridge? Ou est-ce que ça me fait du bien de ne rien manger du tout le matin? Il faut vraiment le découvrir par soi-même. Parce que tu as parlé de thé, on en a discuté plus tôt. Pour moi, il est vraiment important qu'on parvienne à un changement. Le thé vert est apprécié. Beaucoup considèrent le thé bénéfique pour la santé comme l'hibiscus contre l'hypertension. Mais s'il vous plaît, n'utilisez pas de sachets de thé en plastique. Je le vois souvent. Hier, au supermarché, j'ai filmé une vidéo et ça m'a perturbé. Tant de thés réputés sains sont en réalité la principale source de microplastiques dans notre organisme, ce qui est prouvé. Et quand on regarde ça, 40% des personnes atteintes de démence ont une quantité de microplastiques 10 fois plus élevée dans les artères de leur cerveau que les personnes non atteintes de démence. Et dans 40% des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébrales, on détecte des quantités massives de microplastiques, de nanoparticules. Alors, sur un sujet pareil, il faut vraiment regarder de très près. On est systématiquement empoisonné à tous les niveaux. Tu viens de mentionner le supermarché. Ce que j'adore dans tes vidéos courtes, c'est leur proximité avec le quotidien. Tu vas tout le temps chez Alnatura, chez Lidl, chez Aldi. Tout à l'heure, tu as parlé des carottes, ou bien des oranges, ou encore des œufs. Dirais-tu à nos spectateurs qu'on peut aller chez Lidl au rayon bio, ou faut-il être plus radical? Mais c'est aussi une question de coût pour beaucoup de gens. Les médias traditionnels cherchent souvent à me présenter à tort, comme si je voulais surtout effrayer. 90%, appelons cela le principe de Pareto, ou même seulement 80-20%, si tu achètes des aliments que ton arrière-grand-mère connaissait déjà, si tu achètes des aliments où l'aliment est l'ingrédient, donc c'est un ingrédient, et il n'y a pas 15 ingrédients différents. Si tu achètes ces aliments, que tu cuisines de toi-même quelque chose avec ou que tu les consommes simplement tels quels, tu as déjà un énorme bénéfice pour ta santé. Et cela peut aussi être une orange conventionnelle du Lidl. Cette orange conventionnelle du Lidl sera toujours 1 million de fois plus saine pour un organisme que n'importe quel produit ultra transformé en poudre chimique qui t'est vendu à prix élevés. Il faut d'abord en prendre conscience. Bien sûr, on peut ensuite faire des distinctions. Bien sûr, on peut... Pour certains aliments, la qualité doit parfois primer. Pour de nombreux sujets, il faudrait au moins s'informer sur ce qui est important et à quel moment. Il existe de nombreuses listes. Il y a les Dirty Dozen, les Clean 15. Il y a donc des sortes de fruits, ceux qui sont vraiment, vraiment beaucoup traités. Et il y a des sortes de fruits qui sont à peine traités. Dans ces situations, on peut acheter du conventionnel. En principe, on peut aller dans n'importe quel supermarché et y faire des courses saines. Mais on peut aussi s'empoisonner chez Alnatura. Là aussi, il y a plein de cochonneries qu'on peut acheter. Alnatura, d'ailleurs, c'est le supermarché qui me laisse toujours filmer. J'y étais hier, ils sont toujours contents, ils savent que de toute façon, je ne fais que leur faire de la pub au final. Ce n'est pas rémunéré, mais j'y vais car je m'y sens bien, l'odeur est agréable. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime Alnatura, c'est un supermarché sympa. C'est une publicité idéale. Tes reels atteignent parfois des millions de vues. C'est aussi souvent de la publicité positive car tu mets en avant certaines marques ou produits d'Alnatura. Dernièrement, Kaiser Natron m'a récemment contacté car j'ai fait de nombreuses vidéos sur le bicarbonate de soude. Je crois vraiment que le bicarbonate de soude est un bon produit et j'ai toujours du Kaiser Natron car je trouvais ça cool. C'est un emballage à l'ancienne, ils ne l'ont jamais changé, toujours vert avec une femme dessus, mais je ne reçois pas d'argent de leur part, c'est juste comme ça.
Je le fais simplement parce que je trouve ça amusant. Les marques qui explosent mais sont contentes, c'est cool. Au final, c'est gagnant-gagnant et si la marque en profite plus, c'est super aussi. Il faut juste soutenir les bonnes personnes. C'est aussi ce qui est beau pour les gens à la maison. En achetant plus de bons fruits et en soutenant ton agriculteur, il aura plus d'argent et pourra en offrir davantage. Parce que nous vivons dans le capitalisme, on peut en discuter autant qu'on veut, on peut faire 100 podcasts. Nous vivons dans le capitalisme, point final. Et si quelque chose est acheté en plus grande quantité, alors il y en aura aussi plus d'offerts. Et si quelque chose n'est plus du tout acheté, alors cela disparaît. Nous avons le pouvoir, en tant que peuple, de transformer les supermarchés. Si cette semaine, nous n'achetons que des œufs et plus de muesli, le muesli finira par disparaître. Ils ne gagneront plus rien, ils cherchent juste l'argent. C'est simple, nous avons le pouvoir. C'est déjà une idée forte en tant que peuple. Je suis d'accord avec toi. Je remarque ta croix chrétienne. Les gens dehors semblent courir comme des poules affolées. Et surtout dans ce monde surstimulé, j'ai lu que ce que les générations passées assimilaient en 1 an, on doit aujourd'hui le traiter en 1 à 5 jours. Tout ce qui nous submerge mentalement, sans base religieuse ni ancrage spirituel. C'est tellement, je veux dire, regarde un peu ce monde fou là dehors. Je dirais même que c'est aussi parce qu'elle est devenue plus impie. Dirais-tu que je fais aussi un contenu aussi audacieux parce que je sais qui est au-dessus de moi ? Je mets ce point de côté. Ce que tu as dit au début était très important. Les gens courent comme des poules affolées. Ils courent partout comme des poules affolées, comme s'ils étaient surstimulés. À ce stade, je voudrais aborder quelque chose de très, très important que très peu de gens comprennent. Mais ton téléphone scintille. Ton téléphone clignote et scintille avec 420 scintillements par minute. Et le cerveau humain est tout comme une mouche est attirée par la lumière. Les humains sont attirés par un scintillement. Au Japon, en se promenant à Tokyo, on est captivé par toutes les lumières LED, impossible de ne pas les regarder. Nous ne sommes pas plus intelligents qu'une mouche, toujours guidés par nos instincts. Et maintenant, nous avons ce monstre clignotant, vraiment, ce Black Mirror, tout le temps dans notre main. Ma mère disait que le portable cause tous les maux, et elle avait raison. Nos grands-parents partageaient cet avis. Et c'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes si agités. C'est la raison pour laquelle nous sommes si fous. Nous ne pouvons pas détourner le regard et nous regardons tout le temps des nouvelles effrayantes. Donc il faut vraiment s'y plonger et aussi remettre en question tout cela. Pourquoi je regarde toujours mon téléphone? Pourquoi un adolescent passe-t-il 8 heures par jour dessus? C'est de la folie. C'est vraiment complètement fou. Et vivons-nous dans une époque sans Dieu? Absolument. Je pense qu'on peut déjà voir un changement en ce moment. Maintenant, en 2025, l'ère de l'éveil, l'ère du Verseau. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent et trouvent une religion justement parce qu'ils étaient tellement perdus. Je pense que, comme dans d'autres domaines, l'irréligion et la piété suivent aussi un cycle du porc, tout comme la conjoncture. Ces 10 dernières années, c'était la religion, c'est nul, Dieu est mort. Je crois en la science est mon Dieu, et l'essentiel, ce sont toutes les études. Et après le Covid, il y a eu un changement à un moment donné. Les gens ont réalisé que la science n'est peut-être pas le meilleur Dieu. La vérité n'est peut-être pas unique, car elle est subjective. Il n'existe pas de vérité objective, même si la science prétend l'être. Et nous sommes maintenant lentement dans une phase d'essor, où une véritable crainte de Dieu, que ce soit une puissance supérieure, que ce soit Allah, que ce soit Josué, peu importe comment chacun définit sa propre foi, mais le fait est, de plus en plus de personnes se dirigent actuellement vers le fait d'avoir une croyance et cela implique. Et c'est ça qui est beau, d'avoir aussi une morale et une boussole de valeur, parce que ces 10 dernières années, il n'y avait justement ni morale ni boussole de valeur. Il était acceptable de lyncher publiquement d'autres personnes, il était acceptable d'opprimer des gens et il était acceptable d'abandonner la famille. Nous nous sommes éloignés de tant de choses, de toute morale et de toute valeur, et cela était même encouragé. L'industrie du porno détruit la famille. Certaines industries cherchent délibérément à détruire ces systèmes d'origine, mais je crois que l'essor est en cours. Nous y participons. Tu viens de mentionner la boussole morale. Et je pense que quand les gens regardent autour d'eux, il n'y a vraiment plus aucune autorité morale. Je veux dire, nous sommes gouvernés par de véritables gangsters là-dehors. Regarde Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, déjà condamnée et reconnue coupable de corruption. C'est comme si, en tant qu'enseignant, j'étais condamné pour pédophilie ou quelque chose de similaire. Et elle, c'est pareil ou quelque chose comme ça. Ursula von der Leyen, Jens Spahn, Trump, Netanyahou, tous des cas de corruption avérés. Et puis on regarde autour de soi, par exemple, d'accord, je ne peux plus faire confiance aux médias, je ne peux plus faire confiance à la politique. Je faisais confiance aux églises, mais elles ont perverti la foi chrétienne. Oui, la vaccination, c'est de l'amour du prochain. La livraison d'armes, c'est de l'amour du prochain. Je ne sais pas ce que nous sommes en train de créer là. Je trouve que de plus en plus de gens trouvent Dieu d'une manière ou d'une autre, peu importe la religion, et qu'ils se sentent
plus spirituellement intégrés. Je trouve ça vraiment formidable. Je pense qu'on crée vraiment une telle génération. Tu parlais de la courbe de satisfaction. J'ai lu récemment qu'elle était toujours en forme de U dans la vie, c'est-à-dire nous avons à 15, 16, 17 ans, tu voulais conquérir le monde, tu voulais étudier, tu voulais juste faire des trucs cool, tu voulais voyager d'une manière ou d'une autre. Et puis ensuite, ça a un peu baissé parce que certaines relations se sont effondrées. Les études, la crise de la quarantaine, etc. Vers 50 à 60 ans, ça allait mieux car on se connaissait mieux. Et le premier trait du U, il n'existe plus parce que depuis l'arrivée du smartphone, les jeunes souhaitent, ou plutôt beaucoup de gens, je ne peux pas limiter ça aux jeunes, restreignent leur réalité à 10 ou 15 centimètres et oublient complètement à quel point le monde extérieur est merveilleux. Et puis, bien sûr, ils deviennent dépressifs dès leur jeune âge. Pour moi, c'est le meilleur chair à canon pour l'armée un jour parce que ce sont vraiment ils ne se posent pas les questions qu'on devrait à leur âge. Quand ils se réveillent, comme tu l'as dit, la femme de 70 ans dans ta communauté devient imbattable avec un super pouvoir. Mais parfois, il faut 20, 30, 40 ans pour ressentir cela et assumer sa responsabilité. En fait, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui pense que l'État devrait vraiment réglementer les choses. Mais il doit y avoir d'une certaine manière une sorte d'interdiction du téléphone portable pour les jeunes, aussi pervers que cela puisse paraître. Et je sais que les jeunes vont me détester quand je dis ça. Mais au moins, ne pas avoir de téléphone pendant 2 ou 3 jours par semaine, je sais moi-même ce que c'est. J'ai passé 40 jours au Costa Rica et nous avions aussi des jours sans téléphone. Et même pour moi, la différence est vraiment énorme. C'est fou. Mon niveau de satisfaction explose. Vraiment, c'est exponentiel par rapport à la distance avec le téléphone. Donc plus je suis libre du téléphone, plus je suis heureux. Parce que le téléphone, comment fonctionnent les médias? Il y a une étude fascinante sur les rats. On donne aux rats l'option. Soit ils appuient sur un bouton et reçoivent une stimulation maximale de dopamine dans le cerveau, soit ils appuient sur un autre bouton et ressentent une peur, une angoisse et une excitation maximale. Et aucun rat ne choisit le chemin du bonheur, mais tous finissent par appuyer frénétiquement sur le bouton. Fais-moi peur, rends-moi fou, fais en sorte que je... C'est le déclencheur le plus puissant dans le cerveau. Comment fonctionnent les téléphones? Pourquoi sommes-nous tellement collés à nos téléphones? Pourquoi sommes-nous comme de la colle sur nos téléphones, ça? Oui, car on nous expose sans cesse à des nouvelles choquantes et horribles, et il devient impossible de détourner le regard. Mais notre cerveau n'arrive même pas à traiter tout ça. Tu consultes sans cesse de mauvaises nouvelles, et en 2 heures, tu entends des centaines d'informations alarmantes, et tu pars, tu sors et tu te dis juste « Merde, on va tous mourir ». Tout est horrible, c'est affreux. C'est une véritable perversion. Cela détruit le cerveau de ces enfants. Je n'ai pas besoin d'études ni d'enquêtes pour le savoir. Ça détruit le cerveau de ces enfants, ça détruit le sentiment de bonheur de ces enfants. Ces téléphones portables sont vraiment un poison total. De la même manière que l'alimentation est un régime, l'utilisation du téléphone portable est aussi un régime. Là où il faut vraiment s'en occuper... Je suis entièrement d'accord avec toi. Et là encore, il suffit de regarder comment tous les magnates de la tech gèrent leurs enfants, et je trouve ça vraiment intéressant. Ils pourraient envoyer leurs enfants dans une école du métavers ultra numérisée, où tout se fait uniquement avec des applications, etc. Non, ce sont des écoles Waldorf très simples, des écoles Montessori très simples, des écoles en pleine nature très simples, où ils peuvent encore acquérir des expériences sensorielles. Toutes ces applications n'arrivent donc à 15, 16 ou 17 ans. Il ne faut donc pas s'en faire. Il suffit de regarder comment ceux qui programment toutes ces applications, par exemple, s'y prennent. Oui, c'est là que nous sommes notre moi le plus sensible, où nous nous retirons le soir et entrons dans ces applications. Et puis, de l'autre côté, tout comme dans l'industrie alimentaire, nous avons 3, 4, 5 000 scientifiques de haut niveau, des neuroscientifiques, des chercheurs sur le bonheur, etc., qui ne font que regarder. À quel moment la sérotonine est-elle libérée? Ce combat est évidemment inégal. Si tu l'ignores, tu es totalement à sa merci. Une très belle analogie, non, pour retransposer cela à mon domaine d'expertise. Tu viens de te dire, voyez comment l'élite gère les smartphones avec leurs enfants. Ils coupent le Wi-Fi, privilégient les connexions filaires et ne donnent pas de smartphone à leurs enfants. Et de la même manière, regarde ce qu'ils mangent, regarde comment ils vivent dans ce domaine. Regarde une interview de Bill Gates. Ce n'est pas une théorie du complot. Si on lui demande « Êtes-vous végétalien, monsieur Gates ?» il répond « Non, je mange souvent de la viande ». Donc, sa principale propagande et ses milliards servent à promouvoir un mode de vie végétalien, surtout via Beyond Burger. Et maintenant, il vient de développer un beurre carbone, mais donc il a développé un beurre, l'un des aliments les plus sains, qu'il a créé à partir de véritables monoxydes de carbone 2 en laboratoire. Les gens étant assez critiques aujourd'hui,
Pour ne pas manger cela, ce sera donc donné à l'industrie. Ensuite, un pays doit ce beurre carbone au monoxyde de carbone. 2 sera tout simplement introduit dans tes petits pains de boulangerie, dans tes plats préparés. Il te sera simplement glissé discrètement. De la même manière qu'on nous glisse de la farine d'insectes, on te glissera ce beurre. Regarde comment Mark Zuckerberg se nourrit. Il a récemment montré, lors d'une interview, qu'il venait d'acheter une nouvelle ferme et mange un steak chaque jour. Regarde comment tous les célébrités se nourrissent, ils mangent tous régulièrement de la viande. Les scientifiques disent la viande cause le cancer du côlon. Fais attention, pas plus de 2 œufs par semaine. La Direction générale de l'alimentation dit toujours maximum un œuf par semaine, sinon tu auras du mauvais cholestérol. Alors regarde ceux qui te disent ce que tu dois faire. Regarde comment ils vivent et inspire-toi plutôt de leur mode de vie que de ce qu'ils te disent. C'est un bon conseil, moi je trouve ça vraiment fort. Et moi aussi, il m'arrive de manger de la viande, mais plutôt de la viande nourrie à l'herbe. Enfin, je ne sais pas, quelque chose de bien transformé, de qualité. Oui, ou parfois un bon poisson, du saumon sauvage ou similaire. Mais il y a aussi énormément de mythes autour de la viande. Qu'est-ce que tu dirais aux gens à ce sujet? En fait, c'est très simple. Les mythes sont apparus parce que dans les études, les scientifiques ont tout mis dans le même panier et ont regardé que font les charcuteries, que font vraiment les aliments ultra transformés, qui sont vraiment saumurés avec du sel nitrité, où l'on sait qu'il s'agit définitivement de substances cancérigènes qui favorisent donc définitivement le cancer. Cela, ça a été mélangé avec la viande rouge. D'autres facteurs intervenaient aussi, notamment que les hommes mangeant plus de viande fumaient plus. Et puis, il y avait un taux de cancer plus élevé. Et là, on a pensé, d'accord, la viande rouge n'est pas saine. Le conseil, tu n'es pas obligé de manger de la viande souvent ou chaque jour, mais n'ayez pas peur de la bonne viande. Je ne suis pas partisan de soutenir les élevages industriels de tennis sur le plan humain et moral. Je trouve cela très, très problématique. Là-bas, les employés sont exploités, les animaux sont exploités, juste pour que certains patrons gagnent beaucoup d'argent. Voilà pourquoi je ne soutiens pas vraiment la viande industrielle vendue en supermarché. En ce qui concerne la viande, je préfère soutenir le local, le régional, soutenir les agriculteurs. La meilleure utilisation de ton argent est de regarder autour de toi, peu importe la ville ou le village où tu vis. Recherche sur Google agriculteur, ferme, distributeur de lait ou viande locale pour trouver ton agriculteur. Tu trouveras un marché de producteurs. Et là, tu trouveras des aliments qui sont vraiment comme des médicaments, donc qui font vraiment, vraiment du bien à ton corps. Il y a vraiment un magasin comme ça où je vais régulièrement, je dirais toutes les 6 semaines, juste pour manger de la bonne viande. Là, franchement, je m'en fiche complètement que le steak coûte 50, 70 ou 80 euros. Ensuite, je me sens léger, plein d'énergie positive, sans besoin de rôter et je dors plutôt bien. Là, tu remarques vraiment que la vache a été bien traitée. Le meilleur conseil, si ta copine ou ta femme a régulièrement ses règles, c'est vraiment « récemment, ça a fait le buzz chez moi ». Pendant les premiers jours des règles, manger de la viande ou un steak riches en fer car beaucoup de femmes perdent du sang. Elles ont donc naturellement un taux de ferritine et de fer sanguin plus bas, ce qui est normal. Et quand elles mangent de la viande très riche en vitamine B, en cofacteurs et en fer très biodisponible, elles se sentent immédiatement moins fatiguées et abattues. L'alimentation peut faire beaucoup de bien et pour moi, un morceau de viande est comme un médicament pour le corps. Soyons concrets, tu as écrit Les mensonges de l'alimentation, un best-seller. Petit déjeuner, dîner, quels sont les plus grands mensonges à leur sujet? D'abord, qu'il faut absolument avoir ses repas. Petit déjeuner, dîner, que cette division en 3 est nécessaire, que tu dois vraiment manger aussi souvent. Je remettrai d'abord cela en question parce que l'être humain n'est pas fait comme ça. Si tu prends du recul dans l'histoire, il y a 1000 ans, il y a 5000 ans, l'être humain ne s'est pas dit « Oh, je me suis réveillé à 8 heures du matin, je dois aller au travail tout de suite. Bon, alors je me prépare mon petit déjeuner, il faut bien que je mange. » Ça, c'est le premier dogme qu'on nous a appris. Commence donc à manger à ton rythme, comme on l'a dit. Tu te lèves tôt, mais ne mange qu'à 10 heures. Aujourd'hui, je ne mange rien jusqu'à 14 heures. Puis je prends un repas à 14, 15 heures et un autre repas à 20 heures. Et trouve ton rythme, teste de sauter le petit déjeuner et essaie en plusieurs. Je pense que c'est le premier grand mensonge que l'on trouve dans cette division classique en 3 parties, où l'on dit que tu dois être constamment gavé. Je traite aussi les animaux ainsi. Je les gave matin, midi et soir pour qu'ils soient gras et paresseux. Si tu es toujours rassasié, tu deviens paresseux. Si je m'assois ici et que je mange 3 tranches de pain avec du Nutella, dans 1 heure, je veux juste me détendre, je suis juste là. Mon taux de sucre était élevé puis a baissé. Tout le sang va dans l'intestin pour digérer. Donc, si je veux rendre les gens paresseux, je les laisse vraiment beaucoup manger. C'est le moyen le plus simple pour empêcher les gens de réagir ou de parler. C'est ce que je remettrai d'abord en question. Et après,
Et cela vaut pour chaque repas. Les aliments ultra transformés. Je sais que l'industrie, les scientifiques défendent toujours cela, mais les aliments ultra transformés sont vraiment une énorme épine dans mon œil. Et ils sont délibérément utilisés pour nous empoisonner et nous rendre malades. Et si tu commences ta journée le matin avec un paquet de céréales, avec un paquet de Choco Pops ou quelque chose comme ça, si tu commences ta journée avec ça, alors tu es complètement... Tu débutes ta journée par quelque chose qui va te nuire plus tard, car tu dérègles ton insuline et ton taux de sucre, qu'attend qu'ils deviennent chaotique. Tu ne pourras pas éviter le coup de barre ni l'envie de sucrerie plus tard. Tu ne pourras pas éviter un gros coup de fatigue après le déjeuner. Ce n'est pas une fatalité. Génétiquement, tu n'es pas obligé d'avoir ce coup de fatigue après le déjeuner. Tu n'es pas obligé d'être complètement épuisé et fatigué à 16 heures. Tu n'es pas obligé non plus de te sentir ballonné ni de péter. Ça peut sembler banal, on n'aime pas trop en parler, mais si une personne doit péter plusieurs fois par jour, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas être le cas. Quelque chose fermente dans ton intestin, ce qui n'est pas normal. Moi aussi, pendant des années, j'ai parcouru le monde en pensant que c'était comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Maintenant, ça fait des années que si je mange un gros paquet de haricots, puis une barre sucrée ou protéinée, je le ressens immédiatement dans mon estomac. Je ressens immédiatement une gêne dans mes intestins. Je fais ce test sur moi-même de temps en temps pour me rappeler à quel point c'est vraiment intense. Je mange une barre protéinée, en pensant que c'est une masse chimique compressée. Je ressens comment elle reste en moi et ce que cela me fait. Comment c'est vraiment difficile à digérer dans l'estomac, dans le tractus intestinal. Alors commence à remettre en question ces repas. Et c'est si simple. Arrête simplement de t'enfiler ces aliments ultra transformés. C'est si simple. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu viens de mentionner les barres protéinées, les produits à base de soja. Je veux dire, t'as vu, j'habite en fait dans le bastion des progressistes, de la gauche, des écologistes. Il y a 5 ou 10 ans, c'était tendance de manger des alternatives à la viande. J'ai aussi essayé pendant quelques mois et je te le dis, j'avais tout le temps le ventre ballonné, je pétais tout le temps. Tu vois, je me sentais mal à l'aise. Et c'est pareil avec les barres protéinées. Bien sûr, c'est une énorme industrie. Il y a des milliards qui sont gagnés avec ça. Mais on bourre un peu le crâne des gens. Oui, tu as consommé 20 grammes de protéines. Et si tu réfléchis, tu te dis, attends, en fait, je n'ai compris qu'un seul mot de tout ça. Et les 59 autres termes sont des mots techniques, ou alors des trucs de chimie, ou bien des numéros comme E561 ou quelque chose comme ça. Ça ne peut pas être bon pour la santé. On pourrait justifier ça scientifiquement, mais il n'y a pas d'études qui montrent vraiment que ce n'est pas sain. Mais dans ce cas, il faut vraiment faire appel à son bon sens. Ce n'est pas non plus un simple bashing du soja. Par exemple, la fève d'edamame pure, mangée cuite dans un restaurant asiatique, je pense qu'elle est 100 fois moins dangereuse que l'ultra, vraiment. Où la fève d'edamame est pressée, chauffée à très haute température, fortement frite, puis réduite en poudre. Et cette poudre est encore oxydée pendant 2 ans à la lumière. Cette poudre devient finalement l'un de tes 30 ingrédients dans ton substitut de viande végétalien. Donc c'est vraiment le chemin. Tu ne manges plus cette fève edamame, mais elle a subi ces 22 étapes de transformation avant de finir dans ce produit d'imitation pressé en poudre. Il faut vraiment bien y réfléchir. Donc moi aussi, comme je l'ai dit, je suis vraiment critique à ce sujet. Je comprends l'industrie, y ayant moi-même travaillé. L'industrie cherche à gagner de l'argent et à augmenter ses marges, ce qui est normal. Mais les nouvelles personnes doivent bien comprendre que l'industrie ne fait pas cela pour que tu sois en bonne santé. Elle ne le fait pas parce qu'elle t'aime. Elle n'indique pas 20 grammes de protéines sur cette barre pour t'en fournir. Elle écrit cela dessus parce que c'est pour toi un déclencheur psychologique afin que tu l'achètes. Si j'entre maintenant chez Lidl, il y a des rayons entiers avec ces produits noirs qui affichent tous 20 grammes de protéines, 50 grammes de protéines, riches en protéines, lait protéiné, protéines. Ici, chips protéinés. Bon, les protéines sont tout simplement à la mode en ce moment, c'est bien promu en ce moment. Je suis content qu'une décision soit bientôt prise et elle est déjà presque finalisée. Que cela soit interdit, ces 20 grammes de protéines indiquées sur les produits disparaîtront bientôt car il s'agit d'un étiquetage publicitaire illégal. Tu n'as pas le droit de répéter ça sur la face avant. C'est trompeur pour le consommateur. Le lavage de cerveau a été intense. Comme je l'ai dit, si j'entre chez Lidl, des rayons entiers cherchent à me vendre des produits ainsi. Le lavage de cerveau est le mot-clé idéal. J'ai lu qu'à Bruxelles, il y a 99 lobbyistes pour un défenseur des consommateurs. Ce sont donc des... C'est dingue. C'est fou, non? Ce sont des géants comme Nestlé, Danone, Mars et tous les autres. Mais qui peut encore s'y retrouver? Parce que tu agis avec une bonne intention. Par exemple, comme mentionné sur ta chaîne, 90% des huiles d'olive du marché sont coupées. Le prix de l'huile d'olive a explosé l'année dernière. Je ne sais pas, c'est passé de 4 € à 10 € chez le discounter, il faut le préciser. Vers le haut, tu peux aussi payer 20, 30, 40 €. Quand tu veux acheter un bon produit avec de bonnes intentions, 90% sont pourtant trafiqués. Comment veux-tu t'y retrouver en tant que consommateur?
Le point positif, c'est qu'il n'y a en réalité que deux grands groupes d'aliments contrefaits dans les supermarchés. D'abord, les huiles, où l'on trouve beaucoup de produits trafiqués et de fraude. D'excellents documentaires existent aussi sur ce sujet, même sur des chaînes publiques comme Zweites Deutsche Fernsehen, Frontalcheck. Donc c'est vraiment un gros problème. Mais ce sont surtout les huiles ainsi que les édulcorants comme le miel et aussi le sirop d'érable. Je pense que ce sont les deux groupes d'aliments pour lesquels il faut vraiment, pour la qualité, il faut faire un effort supplémentaire et aller voir son propre apiculteur. Il faut regarder dans son village. Quelqu'un produit forcément du miel. Darm, ça a un frère qui t'envoie ça du miel. Quelqu'un connaît toujours quelqu'un qui a du miel quelque part. Et puis il faudrait se procurer son miel là-bas. Et c'est pareil pour l'huile d'olive. À Berlin, j'étais toujours au marché de la place Boxhagener à Friedrichshain. Il y avait toujours un grec qui traînait, ne parlant ni allemand ni anglais, mais vendant des bidons de 5 litres d'huile d'olive dans un emballage quelconque. Et quand tu ouvres cette huile d'olive une fois, et si tu as assez un peu de sensibilité, si tu as assez un peu de tes propres sens, tu la sens et tu te rends compte, incroyable, c'est fou, ça sent vraiment l'olive. Et à côté, tu mets une bouteille du supermarché, souvent dans des emballages transparents. Donc si ton huile d'olive est dans un emballage ou un bocal qui est transparent, traîne depuis 2 ans sans être falsifié, mais oxydé. La lumière détruit l'huile d'olive, très sensible, ça la détériore. Donc si la bouteille est en verre transparent, laisse tomber, tu verras par toi-même. Là, tu sais, ok merde. Je ne peux plus acheter d'huile d'olive au supermarché. Je préfère aussi éviter d'y acheter le miel et le sirop d'érable. Je pense qu'en dehors de ces aliments, pour rassurer les gens, il y en a peu qui sont contrefaits, mais il y a aussi en général peu d'aliments vraiment bons au supermarché parce que 80%, 90% sont vraiment des produits ultra transformés de mauvaise qualité. C'est la réalité. Oui. Où est-ce que tu te procures ton huile d'olive? Où prends-tu ton huile d'olive? En fait, mes parents ont une petite ferme au Maroc. Tu as donc aussi ton contact. C'est là qu'on prend notre huile d'olive et qu'on reçoit parfois 200 litres. Et puis ma maman me dit « Hé, passe à Wuppertal et viens récupérer tes 20 litres. » J'en reçois souvent, j'en garde dans le placard ou j'en donne à des amis. Pour l'huile d'olive, je suis bien approvisionné. Mais quand il m'arrive d'en acheter au supermarché parce que tout est épuisé, que je n'arrive pas à aller à Wuppertal ou quelque chose comme ça, là, qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux gens? Allez chez Lidl, faites attention à telle ou telle marque si vous voulez dépenser moins de 10 €. C'est difficile. Il y a souvent des tests de Stiftung Warentest et Ökotest. Je voudrais aussi évoquer un scandale les concernant. Mais je peux au moins dire qu'ils analysent régulièrement ces huiles d'olive et qu'ils vérifient aussi s'il y a des agents de coupe ou si elles sont trafiquées. On peut consulter ces contrôles pour les consommateurs. Certaines marques sont meilleures, d'autres moins bonnes. Je préfère ne pas citer de marque, car parfois il arrive aussi qu'elles soient bonnes pendant 1 an. Quelqu'un verra peut-être le podcast en 2026 et à ce moment, la marque aura encore modifié le produit, malgré elle, car c'est un produit intermédiaire. Je veux dire, ce n'est pas comme si une marque était en Espagne et emportait ensuite l'huile d'olive avec elle. En fait, des agriculteurs vendent à un intermédiaire qui presse ensuite l'huile d'olive. Ils vendent à un intermédiaire qui exporte ensuite vers un embouteilleur local. En pratique, d'ailleurs, il y a tellement de variables là-dedans. Parfois, il y a un exportateur qui s'intercale, qui est une vraie fouine avide et qui essaie simplement de se faire encore un peu d'argent dessus. On ne le sait tout simplement pas. C'est difficile à dire, mais ma recommandation, c'est vraiment que je n'achète pas ces 2 produits au supermarché, si possible. Je préférerais voir un compatriote chercher une connexion, un ami, un apiculteur, un espagnol, un grec ou un italien. On connaît toujours quelqu'un, c'est ainsi que j'aurai ces produits naturels. Je recommande cela car comme tu l'as dit, il n'y a pas assez d'olivier pour toute l'huile d'olive en vente. Il faut vraiment prendre le temps de savourer ce fait. Peu importe nos croyances, il n'y a pas assez d'huile d'olive authentique pour tous, donc il existe forcément de la contrefaçon. L'huile d'avocat, d'ailleurs, c'est aussi un énorme scandale. Il y a au moins autant de contrefaçons dans ce domaine. Heureusement, en Allemagne, l'huile d'avocat est moins utilisée. Mais le scandale reste tout aussi grave. Et le sirop d'érable, c'est l'équivalent du miel. Là aussi, c'est fou. Il faut imaginer comment le sirop d'érable est-il produit. Il faut blesser les arbres pour extraire le sirop d'érable. C'est un processus très difficile. Tu ne peux pas vendre ça pour 2 € au supermarché, ce n'est pas possible. Tu as évoqué Stiftung Warentest et un scandale. Peux-tu nous en dire plus? Parce que pour beaucoup de gens, c'est en fait la référence, une source assez neutre qui évalue tous les aliments. Je le pensais aussi. Et je ne veux pas non plus leur retirer toute leur crédibilité. Je les ai aussi longtemps abonnés et je les trouve toujours intéressants. Ils font aussi du bon travail. Alors qu'il faut savoir que les comités de Stiftung Warentest et Ökotest comptent aussi des représentants de l'industrie. Donc, il faut en être conscient. Là-dessus,
J'ai moi-même eu beaucoup d'aperçus grâce à mon ancien employeur et j'ai moi-même été choqué que pratiquement les entreprises elles sont informées à l'avance de quand et de quoi sera testé. Les entreprises sont informées sur ce qui sera testé. Les entreprises se demandent, est-ce ce que ça vaut la peine d'obtenir un score A financièrement? Ai-je besoin du marketing de Stiftung Warentest ou vaut-il mieux garder un produit bon marché et médiocre? Les entreprises, elles y sont très liées. Pour moi, ce n'est pas une association vraiment indépendante. Je laisse ça comme ça, c'est simplement ce que j'ai constaté à l'époque. C'est pour ça que j'ai un peu perdu la foi. D'ailleurs, ces entreprises, là, c'est des sièges aussi dans les comités qui font la législation. Donc, dans les directives législatives de l'Union européenne pour les aliments, il y a les fabricants de produits alimentaires, il y a un Nestlé, il y a un Mars, il y a tous les grands fabricants de produits alimentaires eux-mêmes dans les comités qui édictent les lois, qui fixent à leur tour les valeurs limites pour ce qui a le droit d'être présent dans tes produits. Donc, quelle quantité de la substance X est autorisée dans cet additif? Là aussi, malheureusement, les entreprises alimentaires ont leur mot à dire. C'est ça le scandale, à mon avis. Donc, c'est pas du tout une personne complètement tierce et indépendante, mais c'est très étroitement lié. Je trouve ça choquant, ce que tu dis, car c'est la pire corruption. La Stiftung Warentest contacte l'entreprise XY et dit « Hé, on prévoit bientôt de… » J'évite de m'avancer. Je ne peux pas te confirmer avec certitude qu'ils les contactent réellement. Mais je sais que les personnes dans les entreprises sont en tout cas en contact étroit avec les représentants. Ce chemin, je le connais. S'ils passent des appels ou autres, j'en laisse l'imagination à chacun. Mais la connexion existe vraiment. Alors tu sais, d'accord, que dans le supermarché DDK, certains produits de yaourt seront testés dans 3 à 6 mois. Quand la valeur limite est atteinte ou des moisissures apparaissent, ajuste ta production pour qu'elle reste sous la limite. Ainsi, tu garantis la meilleure note. C'est pervers, honnêtement, mais c'est la réalité. Quand on le sait, il ne faut pas avoir peur. Je ne veux pas non plus faire peur, je veux sensibiliser. Qu'on ne devrait peut-être pas faire confiance à 100% à une institution, mais peut-être simplement lis Stiftung Warentest, lis Ecotest, fais toi-même un test de goût. Regarde si ça a vraiment le goût d'olive, prends différents points de vue et ensuite fais-toi ta propre opinion. Tu as parlé du taux de sucre, Fabiane. Que penses-tu du vinaigre de cidre? Je pense aussi que c'est une bonne option. Il existe de nombreux remèdes naturels pour réguler la glycémie. Peu importe que ce soit du vinaigre de cidre ou par exemple la cannelle aussi est une super bonne option si on consomme la bonne cannelle. Que ce soit des fibres, oui. Donc si tu prends par exemple des téguments de psyllium le matin, tu auras, c'est promis, beaucoup moins de pics de glycémie et aussi une glycémie plus basse dans la journée que si tu ne le faisais pas. Je pense qu'il existe d'excellents moyens, mais l'alimentation doit aussi être adaptée. Donc si tu es encore dépendant de la drogue blanche, du sucre, alors ce sera difficile de contrer ça simplement avec du vinaigre de cidre. Si tu es déjà en sevrage et que tu n'es plus dépendant du sucre, alors on peut très bien équilibrer des repas normaux avec de tels moyens. Mais je pense que la première étape doit vraiment être de sortir de la dépendance au sucre industriel. Tu parlais de du sucre. Quelle alternative utilises-tu? Je suis un grand partisan de simplement boire de l'eau, de boire du thé et de manger des aliments naturels et de ne pas me laisser complètement empoisonner par l'industrie. Le sucre est une drogue dure, c'est indiscutable. Je sais qu'à Berlin, la cocaïne est aussi un sujet important en ce moment, mais je pense que le sucre coûte bien plus de vies humaines que la coke, par exemple. D'un point de vue statistique, d'un point de vue sociétal global, est-ce qu'il y a encore des gens qui défendent le sucre? Ce n'est pas si grave, ce ne sont que des calories, mais on ne peut pas réduire cela à un simple test calorique. La plupart des gens qui ne comprennent même pas que leurs fluctuations émotionnelles, par exemple lorsqu'ils sont soudainement très tristes, puis soudainement très excités, puis à nouveau grincheux, sont aussi concernés. C'est probablement même une fluctuation de la glycémie. Tu souffres peut-être d'une forte dépendance au sucre, ce qui te fait vivre des hauts et des bas toute la journée. Le sucre est vraiment un moyen radical de détruire les gens. Nous vieillissons aussi à cause du sucre. On apprend ça en biologie. Pendant mes études, j'ai suivi un séminaire de 6 mois intitulé Biologie du vieillissement, où l'on découvre un groupe de molécules, un produit, une protéine. Ça s'appelle les AGE. Ce sont les produits de terminaux de glycation avancés nommés AGE par les scientifiques qui trouvaient cela amusant. Âge, en français, vieillissement. Et que sont les produits terminaux de glycation avancés? Ce n'était rien d'autre que lorsque des protéines mal repliées dans ton corps se lient à des groupes de sucre, un processus appelé glycation. Et cela forme ensuite des amas. Par exemple, cela forme des plaques athérosclérotiques qui peuvent provoquer un infarctus du myocarde. Elles créent aussi ces plaques sur ton visage, entraînant son vieillissement. Si tu veux vraiment accélérer le vieillissement de ton corps et le détruire, accumule un maximum d'AGEs. Et comment obtiens-tu un maximum d'AGEs? En te gavant vraiment de beaucoup de sucre.
Je le confirme à 100%. J'ai vu des élèves manger des sachets de 500 grammes de Haribo pendant la pause. La moitié s'endormait aussitôt en cours, l'autre moitié grimpait littéralement au mur. C'est l'un des plus grands poisons qui existent. Quel aliment ou quel autre aliment interdirais-tu immédiatement ? Si j'étais ministre de la Santé, j'interdirais les huiles de graines dès demain. Je pars du principe que le sucre est encore un peu moins nocif que les véritables huiles végétales. Et même s'il y a toujours des rapports qui disent que les huiles de graines ne seraient peut-être pas si nocives que ça. Et il faut aussi faire la différence ici. Il y a des huiles de graines qui sont moins nocives que d'autres huiles de graines. Finalement, l'ensemble d'huiles de tournesol, de maïs, de colza et ces aliments ultra transformés, ultra chauffés, issus à l'origine de l'industrie des huiles pour moteurs, à mon avis, c'est l'une des plus grandes causes de problèmes cardiaques, de cancer, de troubles circulatoires, de l'ensemble des problèmes que nous avons dans le corps humain. Et la forte hausse des cas d'Alzheimer et de cancer. Je pense que l'un des facteurs, bien sûr c'est multifactoriel, mais l'un des facteurs, ce sont définitivement aussi les huiles de graines. Voilà où réside le problème. Si tu vas maintenant au supermarché et que je te donne 20 produits au hasard et que tu retournes chacun d'eux, dans chaque produit, sans exception, tu trouveras de l'huile de tournesol. Hier encore, j'étais chez Alnatura et j'ai regardé les aliments pour bébés. Pour moi, c'est toujours Je crois que les enfants sont ce qu'il y a de plus important et précieux à protéger dans la vie. J'aime observer les aliments proposés aux enfants et j'ai toujours l'espoir qu'un jour, les parents ne seront plus complètement dupés. J'ai regardé ces laits en poudre. Le second ingrédient regroupe 3 huiles de graines. Tournesol, maïs et colza dans ce lait en poudre très coûteux, alternatif au lait maternel. Donc à cela, on comprend déjà que leur but n'est vraiment pas la santé. Je veux dire, le lait en poudre, c'est tout un monde de scandales. On peut aussi parler du fait que Nestlé a vraiment rendu des mères dépendantes et continue de le faire aujourd'hui en Afrique. Aujourd'hui encore, la machine de propagande fonctionne et on raconte cela dans 50 pays africains sur 50. Regarde, le lait n'est pas si sain, il est bien plus sûr, plus efficace et plus sain de donner aux enfants du lait en poudre cher, mais au final, cela tue indirectement les enfants. Si la mère n'a plus d'argent pour acheter du lait en poudre et a cessé d'allaiter, que mangera l'enfant? Parfois, rien. Le scandale est un sujet à part entière. Comme je l'ai dit, si je redevenais ministre de la Santé, j'interdirais les huiles de graines. Les industries devraient alors adapter leurs produits, car ces huiles, peu coûteuses, prolongent la conservation et modifient le goût, ce qu'on appelle la palatabilité dans l'industrie alimentaire. Donc à quel point c'est agréable en bouche, pour cela, les huiles de graines sont parfaitement adaptées. Ici, bio ou non, ça ne change rien. Ça fait une petite différence. Par exemple, je considère qu'une huile de colza bio pressée à froid est nettement plus saine qu'une huile de tournesol ultra raffinée, par exemple. Néanmoins, chaque personne, toi, moi et même notre vidéographe, a un rapport oméga 6 à oméga 3 dans le corps. Et le problème, c'est que l'homme moderne a un rapport oméga 3 à oméga 6 quelque part entre 1 pour 5, 1 pour 10. Parfois, en Amérique, c'est plutôt 1 pour 20, donc 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Mais l'homme optimalement sain, il y a 500 000, voire 15 000 ans, avait un rapport de 1 pour 1 à 1 pour 2. La question est, pourquoi avons-nous autant d'oméga 6 ? Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais qu'il faut équilibrer ce ratio. Et nous avons deux options. Nous avons l'option de consommer beaucoup d'oméga 3, donc beaucoup de poissons, beaucoup d'algues, beaucoup de capsules d'oméga 3 ou autre chose pour en consommer. Ou nous avons l'option de consommer moins d'oméga 6, du fait que l'homme n'a une consommation massive d'oméga 6 que depuis 50 ans à cause de toutes ces huiles végétales, il me semble logique de conclure qu'il faut réduire les huiles de graines pour retrouver un rapport oméga 3 à oméga 6 normal. Car il est prouvé que cela cause des inflammations silencieuses qui, selon moi, sont à l'origine de toutes les maladies. Tu as mentionné le jeûne intermittent. Que penses-tu de l'autophagie ? Recommanderais-tu de ne pas manger pendant 12 à 18 heures ? Si tu es une femme, je serais d'abord prudent avec les recommandations de jeûne. Les femmes fonctionnent différemment des hommes. La plupart de la médecine et de la science a en fait été conçue pour les hommes, en réalité pour les hommes blancs. Donc si on regarde cela d'un point de vue scientifique, il faut vraiment faire la distinction. Les femmes ont un cycle lunaire, elles sont vraiment alignées avec la lune, un cycle de 28 jours, même les règles et tout le reste devraient, dans un monde naturel, être alignés sur la lune. C'est fascinant. Récemment, ma mère m'a encore envoyé un article médical disant qu'en Allemagne, les femmes se sont déjà éloignées de 3 jours du cycle lunaire. Il semble qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas synchronisé. Mais à l'origine, les femmes sont des êtres lunaires et les hommes sont des êtres solaires. Donc les hommes ont un cycle de 24 heures. Nous construisons, en 24 heures, nous avons notre rythme naturel où nous produisons de la testostérone. Au maximum à un certain moment de la journée, puis le taux de testostérone redescend au cours de la journée.
Et la nuit, il est bas, vers 18h, le taux c'est le plus élevé. C'est pour ça qu'on fait aussi de la musculation à ce moment-là. On est plus fort que ce qu'on a plus de testostérone. Chez les hommes, je peux recommander le jeûne en toute sécurité pour beaucoup d'entre eux. Je pense que c'est une très bonne démarche à adopter. Chez les femmes, comme je l'ai dit, il faut faire attention selon la phase du cycle. C'est un sujet à part entière. Pourquoi le jeûne? On pourrait dire maintenant, d'accord, c'est simplement pour économiser des calories. Si j'ai une période de jeûne plus longue, je ne mange rien pendant ce temps, donc j'ai moins de calories. Cela peut être positif, c'est un aspect du jeûne. L'autre aspect est la sécrétion d'hormones, comme l'hormone de croissance. Et plus ta période de jeûne est longue, plus tu sécrètes d'hormones de croissance. Les hormones de croissance artificielle coûtent 300 € par jour en pharmacie, c'est très cher. Donc c'est une substance extrêmement chère, vraiment très très chère. Les célébrités utilisent des hormones de croissance. Pourquoi? Parce qu'on vieillit plus lentement grâce à ça, parce que ça fait disparaître les rides du visage, parce que ça permet de gagner du muscle et de perdre de la graisse. C'est comme une fontaine de jouvence. Les hormones de croissance, l'hormone de croissance humaine, c'est comme une fontaine de jouvence pour le corps. Petite question, les hormones de croissance sont-elles des peptides? Les hormones de croissance sont composées d'acides aminés. C'est, je crois, une chaîne peptidique composée de 180 acides aminés différents ou de 234, selon l'hormone de croissance que tu regardes. C'est une chaîne d'acides aminés. Les peptides, voilà, sont simplement des chaînes d'acides aminés. Cela signifie que l'hormone de croissance est une protéine que ton corps peut aussi produire. Tu peux l'acheter en pharmacie ou simplement arrêter de manger quelques heures. Et si tu n'as rien mangé pendant 18 heures, alors la production d'hormones de croissance commence, elle augmente vraiment de façon exponentielle. Plus tu jeûnes longtemps, plus tu produis d'hormones de croissance. Après 36 heures, la production d'hormones de croissance est déjà environ 1800% plus élevée que la normale. Ça veut dire que tu actives vraiment toi-même la fontaine de jouvence du corps humain grâce au jeûne. C'est fou à ce point-là. Des célébrités dépensent 20 000 € par mois pour ça, alors que toi, il suffit d'arrêter de manger. Voilà le premier fait. C'est pourquoi le jeûne seul est vraiment génial pour rajeunir ton corps. En même temps, il y a aussi l'autophagie, ce deuxième facteur rajeunissant dont tu as parlé, qui est l'opposé de la nécrose. La nécrose survient lorsque le corps doit détruire des tissus, comme chez le diabétique au pied. Le pied se dévore lui-même, inflammation. Le corps dit « merde, c'est foutu, c'est enflammé ». L'autophagie, c'est quand le corps dit « je dois me nettoyer moi-même ». Une vieille cellule protéique abîmée, je dois la dévorer, je la recycle. Je détruis une vieille cellule abîmée et enflammée dans le tissu oculaire. Et cette autophagie est également fortement stimulée par la période de jeûne. Plus tu jeûnes longtemps, plus tu as d'autophagie. Une théorie du vieillissement est la théorie des protéines mal repliées. C'est-à-dire l'idée qu'au fil du processus de vieillissement, tu accumules de plus en plus de ces protéines mal repliées partout. Dans tes artères, ton cerveau, tes yeux. C'est pourquoi certains voient constamment des corps flottants, comme des poissons, dans leurs yeux. Ce sont aussi de vieilles protéines mal repliées, éliminées par l'autophagie. C'est comme un Pac-Man qui parcourt ton corps et dévore simplement les vieilles protéines mal repliées. Et c'est justement le deuxième fait qui explique pourquoi le jeûne est un outil extrêmement puissant pour faire du bien au corps. Tu le remarques aussi en jeûne, que ton corps se sent différent et change même de substrat énergétique. Une personne normale, comme toi ou moi, mange quelque chose. Tu as pris du miel, moi je mangerai plus tard. Alors nous vivons dans le métabolisme du glucose. Cela veut dire que notre corps utilise le glucose, notre cerveau utilise le glucose pour tout faire, pour produire de l'adénosine triphosphate, de l'énergie, le fournisseur d'énergie. Quand nous jeûnons, après 24 ou 48 heures, un interrupteur s'active. Le corps passe du métabolisme du glucose à celui de la cétose, utilisant alors les graisses au lieu du sucre. Les corps cétoniques, il existe 3 types différents de corps cétoniques, et ce sont eux qui font alors fonctionner tout l'organisme. Ils deviennent alors le centre de contrôle du cerveau, qui fonctionne avec les corps cétoniques. Dans cet état de cétose, tu penses différemment. C'est un antidépresseur naturel, c'est un anti-épileptique naturel. Les épileptiques, donc les personnes qui souffrent d'épilepsie, semble-t-il, lorsqu'elles suivent un régime cétogène, une alimentation en cétose, c'est une forme d'alimentation très difficile, mais l'épilepsie disparaît. Donc cela a une influence massive et indéniable sur toute notre chimie. Et c'est justement le troisième facteur du jeûne. Lorsque tu restes plus longtemps dans le jeûne, tu passes automatiquement en métabolisme cétogène, ce qui présente aussi un avantage considérable. Je ne suis pas quelqu'un, ne te méprends pas, qui dit qu'il faut vivre en permanence en cétose. La cétose signifie que tu n'apportes plus du tout de glucides. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste que le jeûne à court terme a un vrai impact sur ton métabolisme. C'est aussi puissant. Fabien, je viens d'avoir la chair de poule pendant l'hommage au jeûne et je voudrais te le montrer. Je vais essayer dans mon régime de passer de 15-16 heures à 17, 18, 19 heures. Soit ça,
Soit tu essaies, désolé de t'interrompre, tu essaies de temps en temps une période de jeûne plus longue, ça marche aussi. Par exemple, tu peux aussi dire que tous les 3 mois, tu fais 2 jours de jeûne, ce n'est vraiment pas beaucoup. Chaque trimestre, tu purifies ton corps gratuitement. Tu te dis que tu prends un week-end, samedi et dimanche, tu ne manges tout simplement rien. Juste pour te purifier, tu bois seulement de l'eau. Les musulmans dans la religion, là on y revient, on fait le lien avec la religion, Dieu et la foi. D'où les chrétiens jeûnaient à Pâques, mais les musulmans jeûnent encore pendant le Ramadan avec de longues périodes de jeûne, ce que je trouve cool dans leur foi. Et je pense que ce n'est pas seulement spirituel qu'ils jeûnent, mais aussi bénéfique physiquement, car pendant le Ramadan, ils prennent du recul sur l'alimentation constante, évitent les protéines mal repliées et peuvent se purifier pendant 41 jours. Donc même de ce point de vue-là, la religion avait probablement déjà à l'époque des bienfaits pour la santé. 100%. Ils arrivent, jouent et marquent 3 buts. C'est souvent le cas de certains joueurs égyptiens pendant le jeûne. Mais ils sont si énergiques et en forme qu'ils offrent, malgré tout, cette performance de haut niveau. Et ailleurs, ils sont tellement diffamés. Oui, mais comment? Tu dois boire, tu dois manger, et ainsi de suite. C'est tellement ancré en nous, tous ces mythes alimentaires, tous ces mythes alimentaires toxiques sont tellement ancrés en nous. En fait, c'est vraiment exemplaire si tu appuies simplement sur Reset pendant 30 jours. Les mythes alimentaires m'agacent vraiment. Pourquoi faut-il des gens comme moi et d'autres nutritionnistes? Ça n'a aucun sens. À mon avis, c'est une vie complètement fausse que nous menons en ce moment. Si on regarde le monde animal, il n'y a pas de nutritionniste pour les loups. Il n'y a pas de loup dominant qui dit « Mais vous, les loups, ne mangez plus cette plante, elle est mauvaise. » Non, les loups, ils mangent simplement ce qu'ils trouvent dans leur environnement. Aucune girafe nutritionniste ne dit que toutes doivent devenir véganes du jour au lendemain. Cela n'existe pas. Elles mangent tout simplement ce qu'elles sont censées manger normalement, et de la même manière, l'homme devrait simplement manger ce qu'il est censé manger. C'est la meilleure raison d'affirmer qu'il existe une alimentation optimale, car nous restons des animaux au fond. Je veux dire, perspective religieuse ou pas, nous restons quand même la même espèce, la même classe. Il doit donc exister une alimentation optimale qui devrait être normale et naturelle. Il n'y a pas besoin de se disputer là-dessus. Mais est-ce que cet aliment transformé est encore meilleur que celui-là? Je m'en fiche complètement. C'est tout simplement normal, tout simplement comme Dieu l'a prévu. C'est ainsi que la nature l'a voulu pour toi en tant qu'humain. C'est aussi simple que ça, l'alimentation. Tu n'as pas besoin de suivre des cours, tu n'as pas besoin de terminer 10 cursus universitaires. Non, il suffit de manger normalement. Simplement manger normalement. Prendre de la distance avec toute recommandation. Alimente-toi normalement. C'est aussi simple d'interrompre son alimentation. Réfléchis, les animaux n'ont pas de conseiller en nutrition. L'homme n'en aurait pas besoin non plus. C'est souvent juste pour te déstabiliser et semer des doutes. Tu te retrouves au supermarché sans savoir si le beurre est sain, la viande bonne ou quoi manger. Je prends n'importe quel donut ou pizza et je mange n'importe quoi, car les gens sont perdus sur leurs origines. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, les gens dehors sont encore plus déstabilisés. J'ai récemment discuté de l'épidémie d'Ozempic avec un employé de l'entreprise rencontré à Bali. Il disait que le plus fou, c'est que des gens s'injectent l'Ozempic, sans parler de ceux qui en auraient réellement besoin. C'est une catégorie à part, mais certains prennent de l'Ozempic sans réelle identité alimentaire. C'est un peu comme le joueur de loto qui gagne 50 millions, mais qui n'a aucune identité financière. Et qui dilapide tout l'argent au bout d'un an. Et qui devient ensuite profondément dépressif, parce qu'en fait, pendant cette année, il n'a rien fait d'autre que de dépenser l'argent en cocaïne ou en d'autres choses. Et ce qu'ils ne comprennent pas vraiment, tu manges alors beaucoup, beaucoup moins. Et en fait, le peu que tu consommes doit vraiment être de très bonne qualité. Mais ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas d'identité alimentaire. Alors, quel genre de nouvelle forme d'humain sommes-nous en train de créer? Des personnes totalement dépourvues de nutriments. Ça là, le problème, comme tu l'as dit, c'est que Ozempic crée une dépendance, où les personnes qui arrêtent Ozempic retombent immédiatement dans leurs anciennes habitudes. C'était pareil avec Weight Watchers, quand les gens voulaient s'identifier et compter des shakes en poudre ou autres. Dès qu'ils arrêtent de voir le programme, eh bien, où en sont-ils? Ils redeviennent exactement comme avant. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils devraient vraiment manger. Ce serait pourtant si simple de manger des aliments riches en nutriments. Le vrai problème, c'est l'addiction au sucre qui perturbe nos papilles gustatives. À cause de cela, il semble impossible d'avoir une vie heureuse avec une alimentation normale. Parce qu'on se dit, mais tout ça, je n'aime pas le goût. Je ne peux pas manger de framboises, elles ne sont pas assez sucrées. Je ne peux pas manger de chocolat noir, il n'est pas assez sucré. Donc tu penses pratiquement, la vie ne serait pas possible sans ces aliments ultra transformés, parce qu'ils ont complètement détruit tes papilles. Mais elles se régénèrent.
Bonne nouvelle pour tous les accros au sucre. Ta langue se régénère en 7 jours. Donc après 7 jours, tu es soudainement à nouveau capable de vraiment percevoir le goût sucré. Tu croques la pomme et tu te dis, mec, une super beau scoop locale, délicieuse. Waouh, délicieuse. Il y a une semaine, tu disais, oh, c'est un peu acide, j'aime pas, je dois ajouter du sucre. Dans ce film, il y a vraiment 80% des Allemands qui vivent encore dans leur film du tout doit être sucré et on pourrait en sortir si facilement, on pourrait vraiment en sortir. Excellent point sur l'identité alimentaire, que ce soit tous ces programmes, toutes ces entreprises ou même cette mode autour de l'Ozempic. Ils se réfugient dans une fausse identité au lieu de s'occuper une bonne fois du problème de fond. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans mon alimentation? D'où est-ce que je tire mes nutriments? Quelle est la manière originelle et adaptée de vivre pour l'être humain? Nous parlons d'élevage respectueux des besoins des animaux. Il est important pour tout le monde que mon poulet soit élevé dans des conditions adaptées à son espèce, que mon abeille soit élevée dans des conditions adaptées à son espèce, que mon cochon soit élevé dans des conditions adaptées à son espèce, mais eux-mêmes, ça ne vivent pas dans des conditions adaptées à leur espèce. Ils se nourrissent eux-mêmes des pires saletés. Pour moi, il est important que mon cochon ne reçoive pas d'antibiotiques. Je prends de nouveaux antibiotiques toutes les 3 semaines. Il est essentiel que mon cochon n'ait pas de nourriture organisme génétiquement modifiée, mais moi, je mange des aliments ultra transformés, remplis d'organismes génétiquement modifiés de soja et de pesticides toxiques comme le glyphosate. Il faudrait vraiment revoir ses priorités. Cet ancrage spirituel manque souvent. Une fois ancré, ton rapport à toi-même et à l'alimentation change. Quels sont les 3 aliments qu'un Fabien garde toujours ? Le premier, c'est sans aucun doute les œufs. On a déjà beaucoup parlé des œufs. J'en mange vraiment, j'ai une consommation d'œufs extrêmement élevée. J'ai récemment demandé à ChatGPT, j'utilise aussi ChatGPT pour ce genre de choses, combien d'œufs ai-je mangé l'année dernière? C'était plus de 18 000 œufs. Donc, je mange vraiment énormément d'œufs. Et mes enfants aussi. Je nourris aussi, enfin, mes enfants mangent exactement la même chose que moi. Donc, il n'y a pas de nourriture spéciale pour bébé ou quoi que ce soit. Ils mangent aussi comme moi. Ma fille a commencé à manger des œufs à l'âge d'1 an, à part qu'elle reçoit encore du lait, bien sûr, mais des œufs en tout cas. J'ai toujours des fruits à la maison, une sorte de fruits. En ce moment, je suis vraiment à fond sur les myrtilles, donc j'adore les myrtilles. De belles études montrent aussi que les myrtilles réduisent les symptômes de l'arthrite. C'est un aliment vraiment génial, très riche en polyphénol. On peut bien sûr avoir peur ici des myrtilles cultivées et des pesticides, et on peut alors comprendre que les myrtilles sauvages, mais ils sont encore un cran au-dessus. Comme je l'ai dit, mais quand même, comme mentionné au début, même une myrtille cultivée ordinaire reste un aliment génial, sain et naturel. Comparé à un yaourt ultra transformé avec des édulcorants et de la poudre de myrtille, ou quelque chose comme ça, donc les myrtilles et aussi d'autres fruits. Donc en fait, on a toujours des bananes, on a toujours des pommes, on a toujours tout un choix de fruits, ce qui est régional, ce qui est de saison. On avait beaucoup de pastèques en été. En ce moment, il y a de la courge. Je crois que la courge est aussi un fruit. Maintenant, on a vraiment beaucoup de courges à la maison. Et la troisième chose qu'on a toujours à la maison, c'est du beurre, je dirais. Le beurre est un classique. C'est l'aliment préféré de ma fille. Parfois, au restaurant, c'est quand elle y a du pain avec du beurre. Elle ne mange pas le pain, elle se contente de lécher le beurre. Les enfants doivent consommer plus de matières grasses que les adultes, car leur cerveau en a davantage besoin pour bien se développer. Bon, je dirais que le beurre est un troisième aliment, mais j'essaye aussi d'avoir un bon choix. Donc je vais régulièrement au marché fermier, une fois par semaine le samedi, et je regarde toujours. Qu'est-ce qui est régional en ce moment? Qu'est-ce qui est de saison? C'était à nouveau la saison du raisin, c'était aussi la saison de l'huile d'olive. Alors on a pris une super huile d'olive, on a pris des raisins. Les figues mûrissent partout en ce moment, alors on a de nouveau de grandes boîtes à la maison. Cela dépend aussi de la saison. On enregistre d'ailleurs cette interview en automne. C'est pour ça qu'ils mangent beaucoup de produits d'automne. En ce moment, toutes les myrtilles viennent d'Argentine ou du Pérou. Tu recommanderais ça ou tu trouves ça étrange? Je resterai très prudent avec un pays comme la Chine, sans vouloir être méchant ou raciste. Mais si l'on regarde de près ce qui se passe avec les aliments en Chine, comme les tomates, c'est vraiment malade au sens propre du terme. Comment cette sauce tomate est réellement transformée à la fin dans ta jolie boîte italienne qui se retrouve ensuite dans ton Lidl? Là-dessus, je suis très très prudent. En Espagne, les serres sont très sales. Et au Pérou, comme en Argentine, on utilise beaucoup de produits de chimiques et nocifs. Je pense quand même que cette myrtille cultivée, même si elle vient du Pérou, reste nettement plus saine que de ne pas pouvoir se permettre d'acheter la myrtille sauvage à 3 € les 100 grammes. C'est bien plus sain que les aliments ultra transformés. C'est toujours une question de compromis. Et pour moi, il y a toujours d'un côté les aliments naturels,
bruts, et de l'autre côté, les aliments vraiment ultra transformés. Dans cette règle, il y a bien sûr des aliments moins chargés en pesticides et encore plus riches en polyphénol. Parfois, une orange locale Demeter contient 10 fois plus de vitamine C qu'une orange qui a parcouru 10 000 km en avion, a été stockée pendant 2 ans et ainsi de suite. Elle contient bien plus de vitamine C, mais l'orange transformée en garde généralement encore. Une bonne quantité de vitamines, une bonne quantité de polyphénol, une bonne quantité de naringine, une bonne quantité de vraiment un assortiment coloré de propriétés positives. C'est pourquoi je continuerai à dire qu'il est logique de consommer ces aliments. Tu as parlé de tes enfants qui aiment le beurre. Et toi, que fais-tu quand on te sert du pain au restaurant? Tu l'ignores? Dirais-tu qu'il faut faire une exception et manger seulement la croûte? J'ai toujours aimé la croûte du pain. Cela dépend aussi du type de pain. Donc, le pain traditionnel, déjà mentionné dans la Bible et conforme à la loi de pureté, contient seulement 3 ingrédients: farine, eau et sel. On peut aussi le faire fermenter pour obtenir du pain au levain, alors qu'au supermarché, le pain ressemble plutôt à du fast-food. Un mélange chimique de 20 agents de traitement conservateurs, ascorbates, acidifiants et 30 ingrédients différents, j'éviterai cela. Si tu es dans un restaurant et qu'ils ont eux-mêmes fait un pain frais qui sent encore bon, là tu peux y aller. Il ne faut pas non plus se détruire complètement la vie. La plupart des gens vont rarement au restaurant. On peut alors prendre 1 ou 2 tranches de ce pain, mais manger un pain entier n'a pas d'intérêt. C'est un aliment pauvre en nutriments. Et je trouve que les Allemands ont un problème avec le pain. Ils en mangent trop au petit déjeuner et au dîner. Comme son nom l'indique, on est déjà très dépendant du pain et je sais qu'il est excellent. Je n'ai rien contre. C'est bon, là je suis à 100% d'accord. Mais c'est quand même un aliment pauvre en nutriments qui te prive même de vitamine B. Donc c'est même plutôt négatif pour l'apport en vitamines de ton corps. C'est pourquoi je ne suis pas partisan de recommander le pain. Fabien, je pourrais parler encore longtemps avec toi. Terminons rapidement avec un jeu, soit l'un, soit l'autre. Tu dois choisir, même si c'est difficile. Je le fais. Alimentation saine ou esprit sain, lequel soigne le mieux? Un esprit sain. Pourquoi? Pratiquement tout dans la vie. Non, commençons comme ça. Si tu veux dormir, comment l'homme s'endort-il? En s'imaginant qu'il dort. Concrètement, tu es allongé dans ton lit et tu essaies de te mettre complètement en mode sommeil. Si tu réfléchis à la façon dont tu t'endors vraiment le soir, tu dois te l'imaginer, tu dois faire comme si c'était le cas. Et tout fonctionne ainsi dans la vie. Si tu veux être en bonne santé, tu dois t'imaginer que tu peux le devenir et alors tu le deviendras aussi. Mais si bien sûr tu cours chez le médecin et que le médecin te dit que tu as un cancer et que tu vas mourir la semaine prochaine, alors ça devient vraiment difficile. Si le médecin en position d'autorité annonce « tu vas mourir la semaine prochaine », c'est un combat très difficile. Et c'est pourquoi je dis dans ce cas vraiment un esprit sain. Tu dois croire que tu peux guérir. Tu dois vraiment te laver le cerveau de façon agressive et être vraiment convaincu toi-même que tu es une personne saine, en parfaite santé et heureuse. Alors, tu peux aussi le devenir. Tout dans la vie fonctionne selon ce principe dans lequel tu dois te l'imaginer, alors tu peux l'intégrer dans ta réalité. Je trouve ça tellement puissant. J'en ai encore eu la chair de poule ici. J'ai eu deux maladies dans ma vie. Une fois, il s'agissait d'une urticaire, une éruption cutanée qui m'a longtemps accompagné. Et jusqu'à récemment, c'était le bas du dos, c'était intense. Je ne pouvais même pas prendre certaines positions, ou alors seulement avec des douleurs atroces. Et c'est seulement au moment où j'ai accepté la maladie, où j'ai arrêté de me battre contre elle, que ça a disparu. Et puis, du jour au lendemain, alors que je m'étais traîné ça pendant des années, quelles sont tes routines de sommeil? As-tu une astuce où tu te dis... Ce qui me fait vraiment beaucoup de bien, c'est que j'ai 2 enfants et ils me fatiguent pas mal. Ce n'est pas la réponse attendue, mais c'est la réalité. La routine du sommeil ne commence pas à 22 heures, mais elle commence à 8 heures du matin. Un excellent conseil pour réguler ta mélatonine, l'hormone du sommeil, est de te réveiller avec le soleil le matin et de regarder autour, sans fixer directement le soleil. Il ne sait rien de mieux que ces rayons de soleil du matin, parce qu'ils régulent déjà ta production de mélatonine pour le soir. Si tu as eu énormément de stress pendant la journée, beaucoup d'excitation, si tu n'as pas pu traiter certaines choses et que tu passes tout ton temps sur ton téléphone, ton sommeil sera forcément de moins bonne qualité. Boire du café après 16 heures risque de nuire à la qualité de ton sommeil. La caféine a une demi-vie qui, chez certaines personnes, cela dépend de tes systèmes enzymatiques, mais chez certaines personnes, elle a une demi-vie de 16 heures, et certaines personnes sont très sensibles au café. Je ne dis pas tout le monde, il y a des gens qui peuvent même boire un expresso avant de dormir, mais ce n'est qu'une minorité. Ce sont les habitudes que tu accumules tout au long de la journée qui déterminent la qualité de ton sommeil le soir.
La meilleure routine de sommeil n'y changera rien. Que tu prennes de la mélatonine le soir, une tisane à la camomille, ou que tu essaies encore 10 autres remèdes, la qualité de ton sommeil sera quand même moins bonne. Ce qui détruit définitivement le sommeil, c'est l'alcool et les autres drogues. Ils réduisent totalement ton sommeil. Tous les fumeurs le savent. Tu n'as tout simplement plus de sommeil paradoxal, donc tu n'as plus de phase de rêve. Il y a différentes phases de sommeil, et sans le sommeil paradoxal, tu n'as plus tout le traitement des informations. Donc il y a vraiment des choses avec lesquelles tu peux activement ruiner ton sommeil. Et je ne pense pas non plus qu'un verre de vin avant de dormir soit positif, ni une bière. Mais sinon, c'est vraiment le fil conducteur qui traverse ta journée, qui détermine à quel point tu dormiras bien le soir. Sucre ou politique? Qu'est-ce qui rend plus malade? Oh là, je dois vraiment réfléchir longtemps, mais je dirais aussi dans ce cas la politique. Non, je dis le sucre, parce que je pense que si les gens renonçaient au sucre et que nous pouvions, d'un claquement de doigts, éliminer tout le sucre du monde, de tous les produits disparus. Les gens seraient moins sensibles à ces informations politiques et pourraient y réagir avec le sourire. Je lis le Tages Show comme un magazine satirique. J'y vais parfois, je fais défiler, et je trouve amusantes toutes les absurdités racontées. Oui, la guerre en Ukraine, encore une fois, et puis je me dis juste, mec, ça fait déjà 1 an et demi qu'ils nous bombardent avec toutes sortes de nouvelles de guerre pour nous faire peur. Je prends vraiment du recul par rapport à ça, et j'en ris. Et je suis sûr qu'avec une alimentation appropriée, l'esprit humain est beaucoup plus résilient face à cette propagande. La politique n'aura plus d'effet, ni ne nous rendra malades si nous y résistons vraiment. C'est pour cela que je me passe de sucre. Super réponse. Qui choisirais-tu sur une île déserte, Donald Trump ou Benjamin Netanyahou? La question est assez facile. Tout le monde sait déjà ce qu'il choisirait. Quel était ton avis sur Donald Trump? Lui, il bouleverse tout, hein, en bien comme en mal. Je trouve que c'est déjà bien que, grâce à lui, les gens s'intéressent davantage à la politique, que les gens descendent plus souvent dans la rue. Mais je pense que tout ce système était rouillé. Il fallait quelqu'un qui aborde tout ça d'une manière différente. Selon moi, Donald Trump n'est qu'une marionnette et non le véritable tireur de ficelles comme on le dit. Ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas lui qui décide du sort du monde. Ce sont d'autres personnes qui agissent dans l'ombre. Chacun peut penser ce qu'il veut sur un pape gris ou d'autres forces, mais je ne crois pas que Donald Trump soit le manipulateur. Je le respecte, c'est un entrepreneur à succès. Je trouve toujours ça cool, il a donc accompli quelque chose. Il n'est pas simplement resté dans le système, je trouve ça vraiment bien. Je crois aussi qu'il a sans doute des casseroles, comme la plupart des politiciens. Et au final, on ne sait jamais si quelqu'un s'est fait coller des casseroles ou s'il les a vraiment mises lui-même dans sa poche. C'est pourquoi je suis aussi très prudent à ce sujet. On a évoqué tout à l'heure le cas de Michael Jackson, à qui on a vraiment lancé de la boue, qui a vraiment été sali. Je pense qu'au final, toute cette discussion sert aussi un peu de diversion par rapport aux vrais problèmes. Parce qu'ensuite, le peuple s'est encore énervé pendant 3 ou 8 semaines à propos de Trump, au lieu de vraiment se demander ce qui ne va pas réellement dans le pays, où va réellement l'argent. Pourquoi les vrais problèmes, notre système scolaire, tout ce qui est complètement délabré, ne sont-ils tout simplement pas abordés? Je pense que c'est tout simplement une diversion. On nous confronte délibérément à un nouveau problème toutes les 8 à 12 semaines, pour qu'on ne s'occupe pas des choses qui sont vraiment importantes. Notre système scolaire, l'alimentation, le travail, le capitalisme, le lobbying, etc. Ces vrais problèmes ne sont tout simplement pas traités. Et Donald Trump est un symptôme. Le fait que nous en parlions tous uniquement, c'est un problème de notre vision actuelle du monde. C'est très juste. On nous attire avec de petites infos bon marché. C'est une guerre contre sa propre population pour que les gens ne voient pas où les décisions sont réellement prises. Ce que je trouve assez intéressant chez Donald Trump, c'était, je crois, son premier acte officiel, une phrase qui figurait dans tous les journaux, « Tous les musulmans doivent être bannis de ce pays ». Et puis toute la presse s'est jetée là-dessus pendant des semaines. Et dans le même temps, 2000 nouvelles lois ont été adoptées, permettant tous ces dégâts environnementaux, les pipelines, tous ces territoires autochtones, etc. Donc, c'était comme une manipulation parfaite de tous les médias, après qu'ils aient été piétinés ce sujet pendant des semaines. Et je crois que c'est en quelque sorte la recette du succès en politique, qu'on peut vraiment manipuler la masse, et on l'a déjà décrit plusieurs fois tout à l'heure, avec des moyens vraiment très simples, on peut vraiment induire les gens en erreur. Et une dernière question. Si tu pouvais dire quelque chose à la version de toi-même à 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait? J'ai déjà souvent réfléchi à cette question, en fait. D'ailleurs, en général, je ne sais pas si tout le monde fait ça, mais parfois on réfléchit aussi à son propre parcours de vie. À l'époque, des gens m'ont donné ce que je considère comme le meilleur conseil de ma vie. Qu'à la fin, tout finira par avoir un sens. C'est fou, car à différentes étapes de ma vie, études de médecine,
Abandon, licence, master, travail dans l'industrie alimentaire. Et d'une certaine manière, pendant ces périodes, j'étais parfois vraiment désespéré et je me disais « Merde, qu'est-ce que je fais ici ? C'est complètement absurde. » Et à un moment donné, à 26 ans, je travaillais encore dans l'industrie alimentaire et je travaillais pour l'un de ceux qui, pour moi, représentaient le pire du monde. Je rentrais chez moi et devais m'anesthésier au vin rouge car je ne supportais pas ça. Je me demandais où j'avais raté ma vie. Ce n'est pas possible. Et d'un autre côté, maintenant, je me retrouve finalement dans la position où j'ai l'impression de faire exactement ce pourquoi j'ai été destiné toute ma vie. Et si ce soir, je devais m'écraser en avion et mourir, je serais vraiment satisfait de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que ces dernières années, j'ai vraiment pu faire exactement ce qui m'a toujours passionné. À 18 ans, j'étais déjà un fou de théorie du complot. À 18 ans, j'avais déjà compris le 11 septembre et toutes ces choses-là, c'était déjà clair pour moi à l'époque. J'ai toujours été, au fond, la personne que je peux enfin exprimer sans censure. Comme je l'ai dit, toutes ces situations n'avaient aucun sens pour moi, mais je devais les vivre. Je devais faire ces études de médecine, cet abandon. Combien de temps ai-je lutté avec ça ? J'ai hésité 7 semestres pensant avoir gâché ma vie. À 18 ans, c'est beaucoup. Comme je l'ai dit, j'avais besoin de cette expérience. J'avais besoin de cette expérience dans l'industrie alimentaire où j'ai été choqué et traumatisé par la fabrication. Pour que je puisse maintenant en parler de manière authentique, le meilleur conseil, c'est de ne pas dire « fais autrement », « ne prends pas ce chemin », « n'étudie pas ça ». Avoir surtout confiance que chaque étape que tu vivras aura finalement un sens. N'abandonne pas, ne désespère pas, continue d'essayer, suis toujours ton intuition et pas seulement ta raison. Fabian, rationnel, travaillant dans l'industrie alimentaire, s'est dit « J'ai fait des études, obtenu mon master. J'ai un super boulot où je gagne beaucoup d'argent, c'est génial, reste surtout là. » Mais ce Fabian, suivant son instinct, a dit « Merde, tu rends le monde malade. Quel est le sens ? Un jour, tu mourras. Dans 200 ans, personne ne se souciera de toi. Alors fais quelque chose de sensé. » Fabian a suivi son instinct et je suis ravi qu'il ait gagné. Donc, le conseil serait « écoute ton instinct ». Je trouve ça fort. On vit vers l'avant, on comprend en arrière. Ce sont ces égarements. C'est vrai, Patostoch. J'ai beaucoup parlé, mais tu l'as dit en une phrase. Oui, Ce sont les égarements de la vie. Et je ne veux pas revenir en arrière et effacer un égarement. La vie ne fonctionne pas comme ça. celui-là, je voudrais bien l'effacer, le Black Rock. Nous sommes la version que nous sommes à cause de toutes ces expériences passées. En regardant en arrière, j'éprouve beaucoup de gratitude et d'humilité pour chaque expérience vécue. À l'époque, je pensais être un loser et que ma vie ne mènerait à rien. Maintenant, avec du recul, je réalise que ça avait du sens. Il existe donc dehors des lois universelles de la vie. Et il faut les laisser travailler pour soi et pas se dire « Ouais, maintenant je suis ici dans ce monde. Alors le monde doit d'une certaine manière s'adapter à mes besoins. » Plus tu veux être dans le flow, plus tu dois laisser les lois universelles ou l'intégration spirituelle agir pour toi. C'est comme ça à la fin de la journée. Et ne lutte pas contre, mais invite-le dans ta vie. 100%. Et aujourd'hui, j'en suis très reconnaissant. La première chose que je fais chaque jour en me levant, c'est d'être reconnaissant d'avoir eu la chance de me réveiller. Aborder le quotidien avec une telle humilité transforme complètement ta perspective de vie. Ça aide énormément. La gratitude est vraiment l'une des clés pour sortir de ce monde d'insatisfaction. Comment fais-tu pour te lever le matin ? Je me suis mentalement conditionné à me lever en pensant « Génial, je suis reconnaissant d'être réveillé et de vivre avec mes 2 enfants. Je suis simplement reconnaissant. » Cela peut sembler banal ou ennuyeux, mais j'apprécie ce que j'ai. Ça donne le ton pour toute la journée. C'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissant d'avoir pu avoir cette conversation avec toi parce que c'était vraiment une expérience géniale d'apprendre à mieux te connaître et de comprendre ta façon de voir les choses. Oui, c'est vraiment beau. Et honorer les enfants. Les enfants, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Alléluia, faites plus d'enfants, soyez féconds et multipliez-vous. Tu en as déjà 2. Veux-tu encore avoir des enfants ? 5, il y aura 5 enfants, 5 petits Kovalik. Oui. Comment gardes-tu un taux de testostérone élevé ? C'est en fait un problème, j'y ai déjà pensé. Ma femme plaisante toujours en disant que je tombe enceinte avec elle parce que le problème, bien sûr, c'est que quand vraiment le taux de testostérone baisse de 50% quand tu as des enfants, ce qui a du sens biologiquement pour que tu ne t'enfuis pas en tant que père. Je pense qu'il ne faut pas se laisser empoisonner. Manger de la salade de carottes le matin élimine les œstrogènes. Manger assez d'œufs, les œufs, c'est le booster de testostérone numéro 1. Le cholestérol est le précurseur de la testostérone. Donc le cholestérol est transformé dans le corps en testostérone à travers plusieurs étapes. Donc si tu veux vraiment récupérer un maximum de testostérone, les œufs fécondés, c'est encore un niveau au-dessus. Il existe des œufs qui sont déjà fécondés, dont normalement sortirait un poussin. Et ceux-là sont encore plus anabolisants. Ils favorisent encore plus la production de testostérone que les œufs normaux. Donc mangez vos œufs.
Aujourd'hui, de nombreux médecins estiment que le cholestérol est limite. Combien d'œufs faut-il manger pour atteindre ce seuil? Je suis presque sûr que la majorité des médecins aujourd'hui n'avertissent heureusement plus contre le cholestérol. Je pense qu'il y a encore quelques médecins plus âgés qui ne sont pas encore au courant, mais depuis 10-15 ans, la tendance est, je pense que le cholestérol n'est plus un problème. Le cholestérol alimentaire n'est pas toujours nocif. Les œufs possèdent des éléments qui le dégradent. Le corps humain peut réguler très finement la quantité réelle de cholestérol présente. Le cholestérol n'est pas la cause principale des crises cardiaques et de l'athérosclérose. La quantité d'œufs que l'on doit consommer dépend de chaque individu, de ta taille et des autres sources de graisse que tu as. En général, mon fils d'1 an reçoit 2 œufs. À 1 an, il reçoit un œuf. À 2 ans et demi, 2. Et moi, j'en mange 5 à 7. Et avec ça, on est bien. Fabien, tu es brut, tu es honnête, tu es sans filtre. Tu n'es sûrement pas du genre à donner des leçons juste pour être applaudi avec la première histoire venue. Tu es définitivement une bonne personne. Tu es vraiment quelqu'un qui prêche la guérison. Mais tu vis très consciemment là dehors. Tu n'as pas besoin de blouse blanche. Tu es au-dessus de tout ça à mes yeux. Tu montres que la conscience ne vient pas des médicaments, mais de la responsabilité personnelle. Donc j'ai vraiment apprécié cette conversation. J'aurais pu parler avec toi des heures. Reste anticonformiste et continue à créer des liens. Et je te suis vraiment avec plaisir. Et j'ai déjà hâte de découvrir tes prochains pics de dopamine que tu partages chaque jour, d'une manière ou d'une autre. Et oui, tout le meilleur à Chypre et à ta famille. Merci Simo, même chose pour toi. Cette conversation était vraiment un plaisir. Merci à toi.